Bonjour à toutes et tous, salut Astia La Vista, salut Renoir, salut Sergio, salut Harold, salut Yanamat, salut Bandini, salut Kyle, salut JC du 61, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer parce que vous êtes comme tous les soirs très nombreux, enfin tous les jeudis soirs en tout cas. Bienvenue dans le talk de France Info. C'est le dernier talk de la saison, les amis, puisque l'émission telle que vous la connaissez va reprendre la saison prochaine mais en format événementiel, c'est-à-dire pour les grosses actualités, les actualités sur agenda. On se verra moins souvent mais on se verra pour les gros événements. Quoi qu'il en soit, on est ensemble pour 2 bonnes heures, avec vous dans le chat, qui posez vos questions que je passe aux invités. La règle, c'est toujours la même, de la courtoisie et de la bienveillance, parce qu'on est sur le service public et qu'en plus, c'est plus sympa. Et un point d'interrogation à la fin de vos questions, pour que les yeux de votre serviteur voient que c'est une question. Programme de 17h à 18h, le calme après la tempête des élections municipales. Tempête relative, un calme aussi tout relatif, puisque déjà, les appareils se mettent en ordre de marche à 1 an de l'élection présidentielle. Les élections municipales qui ont donné à voir une France fragmentée, polarisée, mais une France plus apaisée qu'il n'y paraît, comme celle de Troyes. La guerre civile n'aura pas lieu et ce sera jusqu'à 18h. 18h aura à laquelle nous nous ferons bataillon d'auditeurs en cravate pour tenter de voir ce qui se trame dans les entreprises alors que l'intelligence artificielle s'est brutalement, silencieusement invitée, avec le diable dans les détails, l'enfer pavé de bonnes intentions, des enthousiasmes et des effrois. On va parler apprentissage, destruction d'emplois, chômage des jeunes, contrat social et surtout on va parler de nous, les humains, et de ce qui nous reste, et ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h08, passé de 26 secondes à Paris, Lyon, Marseille et toutes les autres villes de France métropolitaine, et une semaine après le résultat du second tour des élections municipales. Ici la droite et là la gauche, repartis en dynamique de recomposition avant l'élection présidentielle de l'année prochaine. Recomposition, à moins qu'il ne s'agisse de décomposition, puisque depuis la France Gilets jaunes, depuis la dissolution, depuis les valses à Matignon, depuis les scores nouveaux des forces politiques aux extrémités de l'arc républicain, il s'en trouve pour donner à voir une France qui ne se reconnaît plus, un pays plus fragmenté, plus instable, plus tendu, quand d'autres refusent de se faire Cassandre et décrivent une France locale, plus nuancée que ce que le récit national laisse parfois entendre. Et parmi ces optimistes, il s'en trouve au moins un ce soir dans la pièce. Salut Emmanuel Rivière. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Je n'ai pas noté tous les prénoms et tous les pseudos. Écoute, ils sont nombreux. Salut Emmanuel, t'es politologue, consultant spécialiste de l'opinion. Et tu as commis justement La guerre civile n'aura pas lieu pour en finir avec la vision d'un pays déchiré. C'est paru aux éditions Robert Laffont. À tes côtés, Aurore Malval. Salut Aurore. Salut à tous. T'es grand reporter à Marianne. Emmanuel, ton livre conteste le récit d'un pays au bord de la rupture. Alors après ce scrutin, est-ce que ça te paraît confirmer un petit peu tes intuitions ? Alors, ce livre sont nos intuitions. Ça m'embête un peu parce que j'ai le sentiment que vous allez être un peu trop d'accord ce soir, toi et Aurore. Mais on fera le bilan après l'heure, pardon. Déjà, on n'est pas face à face, mais côte à côte, donc ce sera plus facile d'être un peu d'accord que d'être en profond désaccord. La configuration des lieux s'y prête pas trop. Donc, effectivement, nous avons proposé cette thèse avec Nicolas Prissette, un de vos confrères, qui est journaliste à la Tribune dimanche. Et pour articuler ce livre, en fait, qui s'applique à dire que s'il y a de fait un certain nombre de sujets de tension, de sujets de fracture, c'est pas la peine de s'en inventer, que c'est pas la peine de se raconter qu'il y aura une guerre des générations à venir, que c'est pas la peine de se raconter qu'on est prête à s'étriper sur l'autel du wokisme ou de l'anti-wokisme, que ce n'est pas la peine de déprimer tout le monde en expliquant que la valeur travail serait aux abonnés absents et quelque chose qu'on serait oublié alors qu'elle est toujours très présente, y compris chez les jeunes, etc., etc. Et puisqu'on s'est attaqué à tous les sujets qui fassent, aussi, ce n'est pas la peine de penser que le fait qu'il y ait maintenant une composante de la société française qui se raccroche d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs manières de le faire, à la culture ou à la foi musulmane, ne signifie pas que le pays est prêt à s'entretuer sur ce sujet. Au contraire, les enquêtes de long terme dont on fait état montrent que le fait de ce multiconfessionnalisme est de mieux en mieux accepté, sauf sur quelques points de crispation, mais qui là encore, sont pas forcément en train de s'aggraver, et que même sur l'immigration, on peut s'apercevoir que l'opinion publique est à la fois plus nuancée qu'on ne le pense, et d'une certaine manière, pas très bien informé sur un certain nombre de réalités. Et ce constat-là, en fait, pour revenir, d'avoir résumé un peu brièvement comme ça les différents chapitres et les différentes thèses, il résonne avec la question posée par ces élections municipales et ce spectacle de fragmentation. Je trouve que le mot est très très bien employé, avec une question de fond qui est: est-ce que la fragmentation et la polarisation politique est un reflet de l'état de la société ? Ou est-ce que les tensions qu'on voit et qui se manifestent autour de ces élections ne sont pas
des tensions qui viennent du sommet, qui viennent de l'espace politique lui-même et qui a un peu trop tendance à brandir au pays un miroir un peu déformant dans lequel il croit se reconnaître par ailleurs, mais qui est un miroir un peu apocalyptique, peut-être d'ailleurs pour se dédouaner de son incapacité à répondre à un certain nombre de questions fondamentales. Oh. Ouais, alors je vais pas pouvoir répondre. 2 heures. Oui, c'est ça. Non, mais il y a plein de choses dans ce livre qui m'intéresserait beaucoup d'ailleurs de lire. Je trouve que par rapport à, si on revient concrètement en tout cas sur ce sur quoi je me suis concentrée dernièrement et notamment sur le résultat des élections et même cette campagne municipale, effectivement, on a le sentiment, en tout cas aujourd'hui, enfin moi je trouve quand même, alors tu vois, avec toutes les observations que tu viens de faire, mais que les partis politiques s'orientaient quand même d'une façon assez singulière ces dernières années, et encore plus d'ailleurs pour ces élections, et d'ailleurs ça se voit dans le bilan que les différents partis tirent de ces élections, c'est-à-dire en s'adressant chacun un petit peu à leur clientèle. Alors, est-ce que on peut dire que ça a aussi toujours été, mais j'ai trouvé, alors certains maires ont bien insisté, d'ailleurs, après avoir gagné en disant je serai le maire de tous les habitants de ma ville, etc. Mais j'ai eu le sentiment, en tout cas, que pendant ces campagnes, le fait de s'adresser avec des projets qui pouvaient potentiellement parler à tous les habitants de la ville, à réunir tous les habitants de la ville, c'est pas vraiment ce que j'ai senti, avec des campagnes qui étaient quand même très clivantes, des campagnes qui étaient avec des slogans de combat, contre quelque chose, même lorsque des projets étaient assez travaillés, étaient assez complets. Je pense par exemple à Paris, la campagne parisienne de la majorité sortante mais renouvelée se termine par une semaine contre l'extrême droite. C'est-à-dire la dernière ligne droite, elle était vraiment de dire attention, le péril qui menace la ville, c'est l'extrême droite et on se bat contre l'extrême droite. Je suis pas en train d'apprécier la nécessité ou non de considérer d'ailleurs Rachida Dati comme étant une candidate de l'extrême droite. Je pense que honnêtement c'est pas non plus le cas. Ce slogan mobilisateur en fait qui marche encore à gauche, j'ai l'impression qu'il est vraiment très usé, mais finalement ça continue à rassembler, mais je trouve que ça crée quand même de la polarisation et encore une fois ça veut dire qu'on se dit, de façon assez stratégique, eh bien nous on parle à notre clientèle. Et ça serait, là je cite l'exemple de la campagne à gauche, mais je pourrais citer plein d'exemples qui étaient sur la même veine, quel que soit le parti politique. Et donc quand chaque parti fait son bilan, en fait ils sont contents parce qu'ils ont coché chacun les cases de leur clientèle politique, en tout cas de leur bastion, de là où ils voulaient rester, s'implanter, etc. Et donc le projet de se dire on parle à toute la France, on parle à tous les Français, en fait il est un petit peu dissous dans ces mécanismes. Alors c'est vrai que cette question de savoir à qui on parle, à qui on servir, elle est d'abord très intéressante. Elle peut être très emblématique de situations dans certaines villes, pas dans d'autres. Et tous ceux qui nous écoutent là, qui voudraient d'ailleurs avoir un angle, c'est un travail que j'aurais aimé faire, que j'ai pas eu le temps de faire, mais il se trouve que maintenant, comme on fonctionne beaucoup et on peut s'en féliciter d'ailleurs, en données ouvertes, on peut retrouver très facilement et télécharger facilement sur le site du ministère de l'Intérieur l'ensemble des candidatures et des candidats, les presque 1 million de candidats, non, presque 900 000 candidats pour être exact, et les intitulés des listes. Et quand on les parcourt, on pourrait faire une analyse du vocabulaire employé. Mais quand on les parcourt, effectivement, on peut déjà avoir une idée du climat. Il y a quand même beaucoup de en commun, ensemble. Alors, parfois, ça peut faire sourire parce qu'il y a une espèce de récurrence des thèmes. Et puis, il y a évidemment, les listes qui représentent l'opposition parlent beaucoup plus de nouvel élan, de renouveau, de nouveau cap pour manifester le changement. Les listes insoumises, souvent, se présentaient comme nom de la ville insoumise. Alors, évidemment, insoumission étant potentiellement un vocabulaire de combat. Ou bien, et c'était des nuances d'ailleurs qui n'étaient pas inintéressantes, ça peut être nom de la ville en commun. Référence à l'avenir en commun, qui était le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Donc, on a cette approche-là. Après, le fait que... peut-être un petit point de désaccord entre nous, mais pas forcément un point frontal. Le fait que les partis présupposent qu'il y ait des clientèles électorales qu'il faille attraper avec une approche clientéliste n'est pas forcément
symptomatique de la réalité. Parfois ça peut marcher, parfois ça peut aller en contre. Ce qui est frappant, ce qu'on souligne dans le livre, c'est que on est dans un contexte où à la fois les gens constatent la polarisation, constatent la violence politique et la déplorent. Et où certaines enquêtes, notamment le travail remarquable que fait un think tank qui s'appelle Destin commun, montrent aussi tout l'appétit qu'il y a de retrouver du commun, de chercher des solutions concertées, tout ce qui crée de l'attractivité aussi pour la démocratie participative est plutôt de cet ordre-là, puisque en fait ce que les gens apprécient dans ces expériences, c'est aussi d'arriver à dialoguer avec des gens qui sont pas d'accord. Après, dans ces élections, il y a une part très voyante qui est la France insoumise et ses victoires et l'idée qu'on se fait de la manière dont ces victoires ont été acquises. Mais là aussi, et Aurore le suggérait très bien, ça dépend où on est. Il se trouve que, voilà, comme vos confrères de France 3, Poitou-Charentes, à un moment repéré que j'étais Poitevin, ils m'ont demandé de venir couvrir les soirées électorales et analyser les soirées électorales, ce qui m'a amené à me pencher. Voilà, à Poitou-Charentes, on parle à peine de la France insoumise. C'est pas un sujet, ils ont été présents. Il y a eu la question de la fusion avec la France insoumise à Poitiers. Il y a eu la liste unique, cas rare en France, liste unique de la France insoumise au Parti socialiste à Niort, dans les deux cas des défaites d'ailleurs. Et puis il y a eu présence à La Rochelle, présence et qualification au second tour à Angoulême, mais ça n'a pas dicté la soirée. C'est plutôt les rapports gauche-droite, les invités étaient plutôt les représentants des sortants. Donc il y a une capacité aussi de la France insoumise à fasciner, qui est très inégalement répartie sur le territoire. Le regard national fait de la France insoumise la vedette de ce premier tour. L'analyse détaillée montre que la France insoumise a plus ou moins réussi à retrouver les électeurs qu'elle avait déjà en fonction de la configuration. Et plutôt moins quand ils sont essayés de conquérir des villes déjà détenues par la gauche, aux exceptions notables près que constituent Vaux-en-Velin et Saint-Denis. Donc il y a aussi des prismes qui sont qui montrent qu'il y a vraiment des contrastes de réalité. Donc ce qui est vrai à Paris n'est pas forcément vrai dans certaines régions. Et ailleurs, dans le sud de la France, c'est pas la France insoumise qui a tenu la vedette à part à Marseille, c'est le Rassemblement national qui a conquis un certain nombre de villes, et y compris d'ailleurs sur la droite, et qui a échoué à le faire comme à Toulon. Et le match, il s'articulait plutôt autour de ces deux forces-là. Donc voilà, il y a aussi, c'est une mosaïque, les élections municipales, qu'il faut arriver à analyser en fonction de ces contrastes-là. Il peut y avoir de la polarité, bien sûr, mais pas forcément de la manière que ce qui vaut dans une région ne vaut pas forcément dans une autre. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord sur le. D'ailleurs, moi je parlais pas que de la France insoumise par rapport. Je pense que la droite dans les petites et moyennes villes a aussi sa clientèle. C'est vrai qu'il y a eu cette analyse souvent médiatique sur la France insoumise, mais je parlais vraiment de tous les partis. Et c'est vrai que les élections municipales, ce sont des élections municipales. C'est vraiment voilà. Donc on leur fait dire beaucoup de choses au niveau national. Ce qui est vrai, les élections municipales, toutes locales soient-elles, ont des conséquences au niveau national. On voit ce qui est en train de se passer actuellement au sein des Républicains comme au sein du Parti socialiste. On voit qu'effectivement, il y a des répercussions au national. Mais sur l'analyse des résultats, sur ce que ça veut dire des rapports de force, c'est effectivement très local. Et les gens n'ont pas du tout le même comportement. C'est pour ça que moi, j'étais un petit peu gênée par l'analyse qui a été faite, très, très martelée sur l'alliance PS-LFI ne fonctionne pas, à rebuter les électeurs. S'ensuit une liste de villes où ces alliances ont perdu, parce qu'on ne peut absolument pas comparer un cas, par exemple, comme Clermont-Ferrand et un cas comme Toulouse. Ça n'a rien à voir du tout, ni par d'ailleurs l'écosystème local, ni d'ailleurs la stratégie de conquête. C'est-à-dire Toulouse est d'abord à la droite, donc c'est une liste de conquête qui vient avec effectivement une tête de liste insoumise, une union qui est bricolée dans l'entre-deux tours, alors que
eh bien, les deux forces se sont quand même sérieusement disputées pendant toute la campagne, même si, encore une fois, la gauche toulousaine n'est pas la gauche d'Occitanie, tendance d'Elga, c'est aussi une spécificité locale, mais enfin, on a quelque chose. Clermont-Ferrand, c'est une ville qui est à gauche depuis au moins, je dis au moins parce que le système n'était pas le même avant, mais au moins 1945, plus de 100 ans aussi de socialisme. Un maire qui est assez contesté, qui a fait de très lourds travaux dans la ville, qui ont beaucoup agacé les commerçants. Et dans les villes, dans les métropoles moyennes, eh bien, les commerçants, c'est quelque chose de très important. Ça pèse lourd pour prendre ou pour perdre une mairie. Et qui, en plus, a un sujet sur le narcotrafic. Quand bien même, il ne peut pas grand-chose, le pauvre maire, pour lutter contre la DZ Mafia. Mais enfin, ça pèse effectivement dans le vote. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, une alliance des forces de droite. Et d'ailleurs, là, c'est pas la liste insoumise plus la liste du maire fait quasiment le plein au second tour. Il y a une mobilisation, une surmobilisation d'un électorat de droite et du Rassemblement national qui le bat. Et donc, je ne vois pas comment on peut comparer cette situation-là, même avec Limoges. À Brest, c'est un cas que je connais un peu moins, mais je crois qu'on est dans une situation un petit peu similaire, d'un maire aussi en fin de course. Et donc, j'ai trouvé que il y avait vraiment là, on cherchait... Et ce sont aussi les partis, c'est-à-dire que le PS avait un intérêt majeur à déclarer que Jean-Luc Mélenchon était devenu un boulet pour la gauche et que lorsque les deux partis s'associaient ou se rangeaient d'ailleurs l'un derrière la France Insoumise, eh bien, ça perdait. Tout l'enjeu pour le PS, c'est d'essayer de revenir. Ils n'ont pas très longtemps pour le faire. Ils ont un an maintenant, tout petit peu plus d'un an, pour dire c'est nous le vote utile à gauche. C'est pas Mélenchon, c'est quelqu'un, alors personne mystère encore. Et d'ailleurs, ça va être, c'est justement tout l'enjeu. Mais donc voilà, donc c'est vrai que ces élections municipales, elles sont très locales. Et je terminerai par le cas de Nice aussi. La victoire d'Éric Ciotti à Nice n'est pas une victoire, alors surtout pas du RN, et ni même de l'UDR, qui était effectivement le parti créé par Éric Ciotti sur mesure pour prendre Nice, parce que moi je suis persuadée que son objectif premier n'est pas de faire d'abord un grand mouvement de recomposition des droites, il était vraiment de prendre la mairie de Nice. Et effectivement, ce pari-là a marché, mais il a marché plus sur une histoire de personnes, encore une fois, avec Christian Estrosi qui a 18 ans de mandat, qui s'est un petit peu isolé, qui s'est coupé des Niçois, Éric Ciotti qui est son challenger, qui est très connu dans la région, qui réussit à faire une liste en fait extrêmement diverse, avec le président du club de foot de l'OGC Nice. Donc c'est une liste de notables, c'est une liste de notables de province dans le sens historique du terme, et c'est aussi pour ça qu'il gagne. C'est pas sur l'étiquette RN, et c'est même pas sur le fait de rafler au premier tour certains électeurs, puis d'en avoir d'autres au second. Non, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Mais cette élection-là va avoir des grosses conséquences sur la recomposition du paysage politique dans les Alpes-Maritimes. Ça va être aussi très intéressant. Dans le chat, Bandini, est-ce que les chaînes d'infos, et je ne citerai personne, mais j'espère que tu ne penses pas à France Info, n'ont-elles pas un rôle dans toute cette décomposition que vous citez, met-il entre guillemets Assez la vista, est-ce qu'on peut se rassembler autour de la haine et de la division ? Vous avez 4 heures. Sylmaurine dit « J'ai du mal avec cette notion de démocratie participative comme si c'était pas la base. » Parce que c'est la base de la démocratie participative, c'est plus précis que ça. Gentleman, décidément, vous en voulez aux journalistes. La caste médiatique semble avoir la trouille de la purge de 1981, d'où l'obsession de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Non. Je vais te répondre personnellement, non, ça ne me fait pas peur, tout va bien, hein, on est bien. Et Harold qui dit l'abstention est-ce que ça ne représente pas un problème démocratique ? Comment on peut se ravir d'avoir remporté une municipalité avec autant d'abstention ? Gauche, droite, tous perdants, voilà pour le chat. Et moi j'ai peut-être une question, peut-être pour toi Manu, c'est finalement le local, la commune, le maire, c'est peut-être là où encore la France fait encore société ? Oui, la France fait encore société au niveau local. Les Français sont assez attachés à leur maire, d'autant plus s'il s'agit d'une petite commune. Les taux de confiance, en général, accordés au maire dépassent 60% quand aujourd'hui, dans le baromètre confiance du Cevipof, ceux qui s'intéressent au sondage, voilà, on ne peut que les inciter à scruter ce baromètre, à se faire leur propre avis d'ailleurs sur ce baromètre, parce qu'il est parfois présenté de manière excessivement négative. Ils verront que le maire a 60% de confiance quand le gouvernement aujourd'hui en dessous de 20%. Bon, évidemment, c'est très lié à quel gouvernement, mais il y a quand même en général une bonne trentaine de points d'écart. Et de fait, assez rapidement, les maires font l'effort de
transcender les clivages et de se présenter en début de mandat comme évidemment le maire de tous les habitants. Et n'utilise pas d'ailleurs le vocabulaire de la décomposition qui est utilisé parfois au niveau gouvernemental. Si je peux revenir un peu à la manière dont on décrit les Français, on a entendu un Premier ministre dire récemment, enfin c'était François Bayrou en l'occurrence, je crois qu'il faut réconcilier les Français avec le travail. Et présupposer déjà qu'ils avaient un problème avec le travail. Est-ce qu'on n'imaginerait pas une seconde un maire dire « Je crois qu'il faut réconcilier les Clermontois avec le travail. Je crois qu'il faut réconcilier les Niçois avec le travail. » Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas cette rhétorique de désigner une espèce de groupe implicite qui ne serait pas du bon côté de la chaîne des valeurs, si j'ose dire. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose. Après, peut-être répondre à la démocratie participative, et puis Aurore prendra tous les points, les nombreux points qu'elle veut. On a fonctionné beaucoup, en tout cas, et au niveau national en particulier, sur un modèle d'une démocratie qu'on dit représentative, mais qui était avant tout délégataire. Les gens qui siégeaient à l'Assemblée ont pu ressembler plus ou moins à la société, mais on n'attendait pas forcément qu'ils nous ressemblent tant que ça. On confiait à des gens dont on se disait, ils ont le même système de valeurs, mais ils ont des compétences politiques, ils partagent mes valeurs, ils défendent mes intérêts, donc on leur confie le soin de représenter nos intérêts et de défendre nos valeurs, fort de leurs compétences politiques et de leur savoir-faire. Ça s'est dégradé pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un peu un délitement des repères, et on peut s'en féliciter. Peut-être qu'on peut se dire la fin des grandes idéologies est peut-être plus sain du point de vue du débat. Et ce qui est contesté aujourd'hui, c'est l'idée que les représentants politiques et les gouvernants aient tant que ça des compétences. Parce que c'est plutôt le constat de leur échec qui est partagé. Tant et si bien que les gens se disent pourquoi on ne nous donnerait pas davantage la parole et pourquoi on n'écouterait pas davantage nos suggestions. Et donc, c'est ça qui devient plus participatif. C'est plutôt cette espèce d'horizontalisation, ou plutôt d'ailleurs un message adressé aux politiques en disant descendez de votre piédestal parce que en fait on ne vous situe plus si haut dans la hiérarchie du savoir gouverner et permettez-nous de gravir quelques marches de votre podium parce que nous-mêmes on peut avoir des idées, une expérience, des choses à partager qui méritent d'être entendues. Et c'est en cela que ces modèles plus consultatifs, plus participatifs peuvent être qualifiés de participatifs au sens où, et ça change tout. Parce que quand on a pratiqué ça, que ce soit des réunions publiques, des conventions citoyennes, des jurys citoyens, à partir du moment où on dit aux gens, voilà, dans cette opération, vous allez avoir un rôle, eh bien, change complètement de posture. Et c'est ça qui fabrique du commun, en fait. C'est finalement donner aux gens une part de responsabilité dans une décision aussi lourde que réfléchir à la fin de vie, penser au rythme des enfants, penser à l'avenir de la planète et aux ajustements qui sont nécessaires. Tout d'un coup, le fait d'avoir un rôle, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire demander de l'expertise. Les citoyens qui peuvent avoir un peu de réticence à ce qu'on leur donne des leçons, à ce qu'on leur dise quoi penser, si on leur dit « vous allez décider », assez logiquement, on le ferait tous, ils demandent que des experts viennent devant eux, expliquent quels sont les enjeux, expliquent comment on peut les aborder. Et voilà, et c'est ça, ces mécanismes participatifs qui peuvent être assez vertueux et qui transforment en fait la posture des gens et qui fait qu'ils arrivent mieux à s'entendre et sont presque rassurés d'arriver à une forme de consensus ou en tout cas à se rapprocher avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Ouais. Alors sur cette question, c'est intéressant parce que moi j'ai pas mal bossé au début de ma carrière en presse quotidienne régionale, au moment où explosait un petit peu cette mode du participatif pour les projets, avec notamment des cabinets de conseil qui venaient co-construire avec les habitants des projets. Et c'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas le bilan de ces années-là, je le trouve un petit peu mitigé. Dans le sens où on a beaucoup demandé leur avis aux gens sur des projets qui étaient finalement assez marginaux, ou en tout cas l'intervention des habitants était assez marginale. Exemple typique, mais qui se retrouve à peu près partout et qui pourtant coûtait très cher à organiser à la collectivité. Est-ce que vous voulez des places de parking ou des potelets avec des arbres ? Voilà, on va choisir, est-ce qu'on veut des arceaux, est-ce qu'on veut des potelets, est-ce qu'on veut des arbres ? Choisir l'essence des arbres. Bon,
on apprend que le micro-coulier est un arbre extrêmement usité dans les métropoles de taille moyenne, telles qu'Orléans. Mais est-ce que... D'ailleurs, je crois que c'est Mico-Coulier, j'ai oublié. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la démocratie participative ? Clairement pas. Et je pense qu'il y a eu un petit peu un écœurement aussi, ou en tout cas... C'est un Mico-Coulier. Mico-Coulier, exactement. Moi, j'étais pas très loin. Et je connaissais pas du tout cet arbre avant. C'est un, qui est aussi appelé arbre aux feuilles d'ortie ou la falebreguier en Provence. Voilà. C'est un calabacea. On apprend vraiment beaucoup de choses dans ce Twitch. Et donc, donc voilà. Et ça, pour moi, ça a quand même un petit peu vidé de son sens le côté participatif au niveau local. C'est aussi, quand on regarde les scores de l'abstention, c'est vrai qu'on a un premier tour, on a énormément d'abstention qui peut être, je pense, dans une certaine mesure, ou en tout cas, c'est un peu une analyse à chaud, il faudra voir, mais liée à la réforme du mode de scrutin. On en a parlé la dernière fois. Quand on est dans une petite commune où il n'y a qu'une seule liste, qu'on ne peut plus faire de panachage, qu'on ne peut pas rayer des noms, etc., tout de suite, le fait de se déplacer aux urnes prend quand même moins de sens et on peut comprendre, si le week-end était ensoleillé, que des gens aient préféré faire autre chose. En tout cas, ça ne fait pas du bien à la démocratie, mais malheureusement, c'était peut-être un risque qui aurait dû être mieux appréhendé par les décideurs sur cette loi. En revanche, au second tour, on a quand même un taux d'abstention qui est assez élevé et pourtant on n'a plus ce sujet des petites listes. Donc là, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui fait que même dans les grandes villes, même avec ces efforts qui ont été faits, qui ont parfois été du coup mal orientés, on a un petit peu, on a encore éloigné, même à l'échelon local, même à cet échelon qui est le plus concret, qui parle le plus aux gens, il y a ce sentiment qu'on voit. Alors c'est pas des enquêtes d'opinion, hein, mais quand on discute avec les gens dans la rue, ils vous disent non, de toute façon un maire, celui-là ou un autre, de toute façon c'est la même chose. Ils ont vu passer parfois plusieurs maires de suite et puis qui se disent qu'est-ce que ça change concrètement ? Les projets, on a l'impression que c'est les mêmes, on n'a pas vraiment notre mot à dire, on n'est pas associé. Alors attention, l'électeur est parfois un peu injuste, hein. Parfois il est associé, on lui donne les moyens de l'être et puis il s'en saisit pas parce que finalement c'est un petit peu pénible de toujours aller voter, de participer à des référendums locaux et puis de participer à des réunions publiques, c'est long, ça prend du temps. Donc voilà, c'est difficile de faire vivre la démocratie même à l'échelon local et surtout dans je dirais dans les grandes communes qui en plus ont des strates aussi décisionnelles qui sont pas toujours très claires. Qu'est-ce qui dépend de la ville, qu'est-ce qui dépend de la métropole? On a quand même globalement un grand sentiment un peu de dépossession du pouvoir de là où sont décidées les choses et un sentiment aussi d'inertie, je pense, par certaines structures évidemment qui participent de cette abstention et de cette distance en tout cas entre les citoyens et puis leurs représentants. Quelle question n'avons-nous pas traité de la part de ceux qui sont... Salavissa dit de toute façon la démocratie participative c'est has-been depuis la fin des années 2000. Elle a été marionnettisée, méprisée, abîmée par Emmanuel Macron et ses fausses assemblées citoyennes. C'est ça le problème ? Oui, alors c'est pas parce que quelqu'un n'a pas respecté d'une certaine manière le contrat qu'il a établi que tout contrat futur est impossible. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit has-been. J'ai vraiment pratiqué ça pendant un an dans une agence où je suis passé, qui s'appelle Grand Public, qui faisait des efforts colossaux pour faire venir tout le monde. Et je peux vous assurer que ça fonctionnait. Je pourrais citer, alors ce serait presque publicitaire, mais un certain nombre de maires réélus triomphalement après avoir pratiqué ce genre de choses et bien signifié qu'ils étaient là pour entendre l'ensemble de leurs citoyens. Après, il y a des vraies questions démocratiques et... l'analyse qui montre que l'augmentation du taux d'abstention par rapport à 2014, qui était devenue l'année de référence à cause du Covid en 2020, est beaucoup tirée par les petites communes. Donc c'est même une analyse qu'on peut s'aventurer à faire et pour confirmer complètement ce que disait Aurore. C'est plus 11% dans les petites communes. Et je crois qu'il faut effectivement acquiescer à l'idée qu'à un moment, quand on dit c'est la liste, on ne peut pas la toucher, les gens peuvent signifier que du coup, ce n'est pas nécessaire qu'ils fassent l'effort. Ce qui pose une autre question, d'ailleurs, qui est une autre question démocratique. C'est est-ce que c'est bien de fonctionner avec 35 000 communes ? Est-ce que avoir en France un tiers des communes de l'Union européenne, c'est la bonne organisation ? Parce que, comme l'a dit Aurore, en fait, ces communes, pour certaines, n'ont pas la taille critique pour gérer un certain nombre de sujets sur la gestion des déchets, sur l'assainissement, sur même, évidemment que
la question de la mobilité, ça ne correspond pas, en fait, à l'échelle de vie des gens. Les gens qui vivent dans une commune de moins de 1000 habitants, ils habitent, ils ont leur maison là, mais ils font leurs courses ailleurs, ils travaillent ailleurs. Leurs enfants sont scolarisés ailleurs et c'est pas forcément les mêmes endroits. Et puis s'ils font du sport, s'ils ont des loisirs, ça se passe encore dans d'autres endroits. Donc faire coïncider l'échelon démocratique avec l'échelon du bassin de vie, ce serait pas complètement absurde. Et plutôt que se poser la question du mode de scrutin qui est effectivement, on a imposé ces listes n'ont pas d'achat pour imposer la parité, ce qui est très relatif d'ailleurs, parce que si les listes des petites communes sont paritaires, tous ces gens vont se retrouver dans les intercommunalités. En général, le maire de la petite commune, qui est dans les 3/4 des cas un homme, et vous avez donc l'endroit où on décide de la vie des gens, qui est composé par les délégués intercommunaux à 3/4 des messieurs et pas de dames. Donc voilà, après, ça fait partie des petites choses qui sont un tout petit peu coincées en France. La réflexion sur la structure des collectivités locales, l'organisation des régions, départements, tout ça, auquel on a beaucoup de mal à toucher, et je ne sais pas si on y touchera un jour, d'ailleurs de mon vivant. Vous avez plus de chance que moi. Mais voilà, c'est aussi des problèmes démocratiques. À un moment, quand le lieu de décision ne correspond pas à l'exercice du vote, et ça renvoie à ces idées qui sont effectivement ce qu'on entend dans les études. Ça sert à rien, ça changera rien. De toute façon, c'est le même qui repassera. Alors si on dit en plus, vous ne pouvez toucher à rien, ce n'est pas très très motivant. Alors, ce soir, dans le chat, vous êtes, je sais pas, il y a une espèce de petit groupe, là, vous n'aimez vraiment pas France Info. Bon, c'est notre dernière, donc et à chaque fois, j'ai toujours mis un point d'honneur à lire quand même ce que vous nous écrivez avec du vinaigre. Donc, France Info est devenue une honte pour le journalisme. Tu peux saisir la médiatrice de Radio France, mais pour de vrai, on va mettre le lien dans le chat. Si vous avez un problème avec la manière dont on traite l'information, vous pouvez saisir la médiatrice de Radio France qui vous répondra et qui fait redescendre vos commentaires et ses recommandations de manière neutre à l'ensemble des rédactions. Mais n'oublie pas qu'il y a nous, ici, le talk de France Info, il y a une radio, moi j'appartiens à une radio, il y a aussi la télé. Il faut que tu précises peut-être qui est l'auteur de cette honte terrible. Et Favas, pareil, qui dit mêmes éléments de langage et même honte que BFM, mais nous ne sommes pas BFM. Je t'invite aussi à saisir la médiatrice de Radio France. Voilà. Donc, petit point sur le chat, mais je suis très, très content de vous lire et je suis aussi content de lire ceux qui vous contre-argumentent. Merci, continue à nous parler. Ton livre rappelle un paradoxe fort, c'est selon le baromètre de l'adresse que tu cites, je crois, il y a 94% des Français qui 93 qui disent se sentir intégrés dans la société, c'est ça c'est ce que j'ai relevé en tout cas, tout en jugeant dans leur ensemble pourtant que la cohésion du pays est faible. C'est saisissant. Oui, en fait, il y a un sujet qui est la représentation collective que l'on a du pays. Et il y a une enquête très intéressante qui n'a pas été très médiatisée, qui s'appelle La France en grand angle, dont on peut retrouver tous les détails sur le site du service d'information du gouvernement, qui l'a diligenté, qui est en gros un service du Premier ministre, et qui pose des questions sur la vision du pays, puis la vision du territoire où on vit, justement celle que je le décrivais, pas forcément la commune où on habite, l'endroit où notre vie se déploie. Et avec un contraste colossal entre la vision que l'on a du pays et la vision de l'endroit que l'on a de l'endroit où on vit. Où des gens signalent des problèmes, difficultés notamment massives d'accès aux soins, à des professionnels de santé, éloignement des services publics, mais tout en nous disant qu'ils n'y vivent pas si mal, tout en disant que pour l'instant c'est tranquille, tout est dans ce pour l'instant d'ailleurs, etc. Et donc en fait, ce qui montre une France qui est une mosaïque curieuse non pas de petits paradis, mais d'endroits où ça va plus ou moins bien, mais dans l'ensemble plutôt pas si mal, et dont l'ensemble constituerait un enfer au bord de l'éclatement, de la guerre civile, de la dépossession, voire pire. Et donc, ça pose un peu une question qui était, d'ailleurs, je pense, au cœur de la discussion entre la petite controverse qu'il y a sur le chat et la question qui était posée sur certaines chaînes, c'est qu'il y a effectivement une espèce de commerce de la vision apocalyptique du pays. Ah ben justement, Bandini, que pense justement Emmanuel Rivière du biais idéologique de chaînes comme CNews? Tu es en train certainement de répondre à ça. C'est toute la question du livre, en fait. C'est qu'au fond, de fait, il y a des gens qui ont intérêt, pour diverses raisons, à vendre ça, à l'idée que le pays serait fracturé, archipélisé. Ce qui est assez curieux,
c'est que ce prisme, qui a été beaucoup inspiré par un ouvrage que l'on cite et qu'on décortique un peu, l'ouvrage de mon confrère d'ailleurs, Jérôme Fourquet, qui s'appelle L'Archipel français, a été adopté comme une espèce de doxa dont tout le monde s'est emparé. Et pas tout le monde. Au-delà de ça, cette idée d'une France fracturée est quand même très, 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 très largement répandue et on trouve le mot fracture partout. Y compris dans une très belle enquête de référence qui s'appelle Fracture française. Et c'est un peu la question qu'on pose, en fait. C'est que, est-ce que ce prisme n'est pas aujourd'hui aussi approprié par des gens qui, n'y ont pas du tout intérêt, et qui, par ailleurs, pourraient se rendre compte qu'il est discutable sur certains aspects. Et c'est l'ambition du livre. Nous voulons ouvrir le débat. On a l'impression qu'il n'y avait même plus de débat quant à savoir si la France était fracturée et de plus en plus fracturée. Qu'elle le soit, c'est évident. Il y a des lignes de fracture et puis il y a ces 7% qui ne se sentent pas intégrés. Il faut s'en occuper. Ces zones du territoire qui sont désindustrialisées, où il n'y a plus un commerce, où les services publics s'éloignent, où c'est très très compliqué même d'avoir une liaison de transport en commun, etc. Il faut s'en occuper. Mais raconter, comme on l'a beaucoup fait, que tout le périurbain est dévitalisé, que toute la France rurale serait en train de perdre toute forme d'espoir et de ressources. Voilà. Quand les enquêtes disent par ailleurs que l'endroit où il y a le plus de gens qui disent « je suis très satisfait de l'endroit où je vis », c'est la France rurale. Donc il y a bien un truc à creuser un peu, il y a bien des caricatures qu'on nous vend, et c'est un problème en termes de politique publique, parce qu'à force de dire que tout va mal partout, on ne peut pas avoir beaucoup d'espoir qu'on s'occupe très bien des gens qui vont très mal aux endroits où ça va très mal. Oui, alors bon, on est dans une vision très, très macro, etc. Mais en fait, je pense qu'encore une fois, on est sur cette question de la France périurbaine. Moi, je pense qu'il y a une certaine peut-être fétichisation de cet espace, notamment par côté de la droite ou du Rassemblement national, ou même d'imaginer en fait une sorte de contre-pied aux banlieues. Il y a eu pareil, de la même façon, une fétichisation un peu des banlieues, il faut absolument, alors avec de vrais problèmes, mais de ne voir la France, en fait, la France qui souffre que par le prisme de ces banlieues. Et je pense que l'idée, en tout cas, de cette France périphérique, de ce périurbain, est née un petit peu en réponse à ça, et en fait, on observe un petit peu les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que nécessairement, les gens, ils seraient délaissés et malheureux, et donc il faudrait mettre l'accent absolument sur cette France qui se dévitalise. Et d'ailleurs, ce serait cette dévitalisation qui expliquerait principalement le vote pour le Rassemblement national. Donc, mais ça, pareil, je dirais que c'est un processus assez long, des peut-être 10-15 dernières années. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir lorsque, encore une fois, je pense que les victoires du Rassemblement national lors de ces élections municipales, elles sont également très diverses. Ce n'est pas un vote qui est, d'ailleurs, c'est plus un vote qui est circonscrit dans les zones où ils étaient très forts, justement, traditionnellement, le bassin minier, où il y a cette France périphérique, en tout cas, qui a été magnifiée un petit peu dans des récits, et de l'autre côté, le sud-est de la France, avec des zones très fortes, mais on voit que ça s'étend dans des villes qui n'ont aucune de ces problématiques d'éloignement, ni même des services de santé, etc. Je pense par exemple Sifour, qui a élu un maire, d'ailleurs Frédéric Boccaletti, qui a tenu dans sa jeunesse une librairie où étaient en vente des ouvrages antisémites. Et ce candidat Rassemblement national est élu d'ailleurs face à la droite dans le sud de la France. Donc ça ne suffit pas, cette idée en tout cas de la France rurale et périphérique qui souffre n'explique pas, même d'ailleurs sur les villes nouvelles qu'a conquis le Rassemblement national. Je pense notamment à Vierzon ou à Montargis. Je pense que c'est important, même quand on est parisien, de se rendre à Vierzon et Montargis pour voir quelle est la réalité vraiment de la ville. C'est pas Zola. Vierzon et Montargis, c'est des villes qui sont effectivement, pour l'une, en tout cas pour Vierzon, un bastion communiste, mais qui a aussi beaucoup changé ces dernières années. Et Montargis, qui est une ville qu'on appelle même la Venise du Gâtinais. On a beaucoup de Venise en France. Oui. Mais voilà, mais le Gâtinais peut bien avoir sa Venise. Le Gâtinais peut bien avoir sa Venise. Non, mais voilà, tout ça pour dire que, attention,
attention parfois aux analyses un peu essentialisantes, et notamment de ce syndrome effectivement d'une France périphérique qui souffre, même si la désertification des campagnes est aussi une réalité. Attention, hein, enfin, il faut aussi voir les médecins qui partent et qui ne reviennent jamais, les postes qui ferment, même les distributeurs de billets, les petits commerces, les stations-service, etc. Enfin voilà, c'est une réalité, mais elle existe de façon je dirais très différente en fait selon les endroits, et les problèmes sont pas les mêmes de façon totalement égale, en tout cas à travers toute la France. Emmanuel, tu souscris? Oui, et ça. En revanche, il y a une espèce d'homogénéisation de la vision de la France qui arrive à faire que très massivement, on pense par exemple que la France est une société de plus en plus violente. Alors, le travail dans le livre, ça a été d'instruire tout ça et d'instruire avec des données. Alors, est-ce que la France est Avec plus des violente enquêtes. qu'avant? Elle l'est moins, en fait. Le taux d'homicide a été presque divisé par deux entre les années 90 et aujourd'hui. Il y a une remontée en 2023, 2024, notamment avec les homicides liés au narcotrafic. Puis là, c'est en train un petit peu de baisser. Et la statistique sur les homicides, elle est intéressante parce que dans la comparaison internationale, la France est plutôt pas mal située. Et surtout parce que c'est presque une des seules statistiques qui soit à peu près fiable, parce que sur tout un tas de sujets, en fait, les statistiques de la police... Tu peux pas mesurer l'incivilité, tu peux pas... Non, puis même les statistiques de la police, sur un certain nombre de faits, dépendent beaucoup des pratiques, en fait, de la politique pénale, de la politique qui consiste à un moment, par exemple, on a vu à un moment exploser les statistiques de violences conjugales, mais parce que, et c'est très vertueux, il y avait une très forte politique d'incitation à la déclaration, en essayant de donner confiance aux femmes victimes. Voilà. Oui. Donc on a ce constat-là, et du coup on a coexistence entre une réalité statistique. Alors on va nous dire, voilà, les statistiques, c'est pas ce qui compte. Moi je suis sondeur, hein, je suis désolé, c'est comme ça que je travaille. Et puis mon camarade, il est journaliste de données, et c'est comme ça qu'il travaille. Et à un moment, il y a une autre réalité qui est de représentation, hein, et de décalage du coup entre ce qu'on constate et puis la représentation. C'est l'idée que la justice serait laxiste en France. Très très établie. Hein. Les 2/3 pensent que les juges ne sont pas assez sévères avec les délinquants. Donc on a instruit ça. On comprend à travers les enquêtes que, en fait, pour les gens, la réponse pénale appropriée, c'est la privation de liberté, la prison. Des magistrats diraient, c'est pas forcément ça qui protège mieux la société. On en rend compte dans le travail. En fait, la casse-prison facilite la récidive, alors que d'autres réponses pénales parfois suffisent. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, le rappel à la loi, chez un gamin qui a jamais eu fait de bêtises avant, qui en fait une très grosse, qui est placé en garde à vue, parfois il passe la nuit au dépôt, pas toujours, hein, ça peut lui suffire pour la vie. Et quand on discute avec les magistrats, ils en ont des tonnes, des histoires comme ça, de gamins qui n'ont jamais revu. Ils se sont contentés d'un rappel à la loi. Ils ont été soigneusement sermonnés à la maison. Et voilà. Mais, donc, pour autant, l'idée générale, c'est que quelqu'un qui a fait une très grosse bêtise, qui a commis un délit, il doit passer par la case-prison. Est-ce que la France est trop laxiste là-dessus? La France est exactement à la médiane de l'OCDE pour ce qui est du taux d'incarcération. On incarcère beaucoup plus en France qu'en Allemagne, qu'en Espagne, un petit peu moins qu'en Italie, moins qu'en Grande-Bretagne, beaucoup moins qu'en Roumanie, beaucoup moins qu'en Turquie. Est-ce que ce sont nos modèles? Je ne crois pas. Et pour autant, il y a cette idée rémanente que la justice serait pas assez sévère. Pourquoi? D'ailleurs, mystère. Pourquoi est-ce que... voilà. Et notre travail, qu'on a essayé de faire assez documenté, montre où ça se passe d'ailleurs, le fait que des gens puissent être condamnés à des peines et puis ne pas les effectuer. C'est pas parce que des juges seraient trop laxistes, seraient des espèces de babacool permissistes. C'est parce qu'il y a des magistrats qui sont en contact avec les directeurs de maisons d'arrêt qui leur disent « on ne peut plus ». On ne peut plus. Donc, trouver le pied. Donc, en fait, du coup, la réponse à ça, c'est pas tout à fait la même. Hein. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire des peines planchées dans ces cas-là? Non. Ça sert juste à faire des effets de manche. Après, il y a du coup d'autres réponses qui peuvent mettre davantage de place en prison, ce qui serait d'ailleurs peut-être accéder à un niveau de décence minimale sur le sort qu'on réserve à nos détenus, et où trouver des alternatives à la prison. Et c'est un peu ça, en fait, le travail qu'on fait, c'est dire, est-ce que quand on crée des fictions, quand on entretient des fictions et quand on véhicule des fictions au prétexte que les citoyens les partagent,
un peu par démagogie. Est-ce que derrière, on a les bonnes réponses en termes de politique publique ? En fait, non. Et en fait, on a trituré combien de fois ? 25 fois le code pénal au cours des 30 dernières années pour arriver à toujours la même chose sur les représentations d'une insuffisance de la justice. En fait, on produit l'effet inverse que celui qui est cherché. Oh. Oui, alors justement sur la question de la justice, moi j'étais très surprise ce matin, je regardais justement BFM TV pour ne pas la nommer. Il y avait l'ancien maire, qui est toujours maire jusqu'au conseil municipal d'installation de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognier, qui a raconté comment il avait été chahuté, pris à partie justement lors de son discours d'adieu, en tout cas de reconnaissance des résultats. Et à la question qui lui a été posée, est-ce que vous allez porter plainte ? Il dit oh non, de toute façon, je connais la justice de mon pays, qui ne fera rien, qui absolument pas. Je ne sais plus quels sont ses mots exacts, mais il a vraiment dit je ne fais pas confiance en fait en la justice de mon pays pour régler une telle solution. Je sais que ma plainte n'aboutira à rien, ça durera 3 ans et puis personne ne sera sanctionné parce qu'on arrivera à retrouver, à identifier personne. Et je me suis dit que là, on était quand même arrivé à un point extrêmement inquiétant quand même un représentant de l'État, un maire dit de façon très brute à la télévision qu'en fait, il ne fait pas confiance à la justice. Je me dis, si même jusqu'à cet échelon-là, on dit, de toute façon, non, la justice est laxiste, la justice est inefficace, elle est trop lente, elle fait rien et elle ne fait pas respecter, en fait, la loi en France. J'étais assez glacée, à vrai dire, par ce moment de télévision, parce que je trouve comment les citoyens peuvent avoir confiance si même leurs représentants, je précise d'ailleurs un maire, alors c'est peut-être un peu vieux jeu, c'est très dans l'esprit Troisième République justement, mais un maire est officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs justement de police dans sa ville, quand il y a un crime qui est commis, et ça arrive que dans les petites communes évidemment, mais le maire est appelé potentiellement à se rendre sur place avec les enquêteurs jusqu'à ce qu'une information judiciaire soit ouverte. Eh bien, on réfère au maire justement qui conduit l'enquête avec l'aide des services de police. Donc c'est vrai que là j'étais un petit peu, je me suis dit on est quand même dans une curieuse, on est tombé dans un curieux monde aujourd'hui quoi. Et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que tout le monde s'approprie un peu ce discours. C'est-à-dire c'est quand même un discours qui se répand, y compris ceux qui pourraient y résister. À un moment cèdent et se disent nos adversaires disent ça, les citoyens semblent le penser, et bien finalement on va faire nôtre aussi cette vision du monde. On pense qu'elle ne nous fait pas du bien, en plus. Collectivement, elle ne nous fait pas du bien. Quand on regarde des enquêtes internationales, il y en a une qu'on ne connaît pas assez, mais qui est vraiment, là aussi, en accès libre tout le temps, ça s'appelle l'Eurobaromètre. C'est fait par la Commission, le Parlement européen. C'est très facile, non, c'est pas si facile que ça de les trouver sur leur site, mais ça existe. Et on peut se comparer. Enfin, la situation de la France, la description de la situation de la France sur le plan économique, sur le plan de est-ce qu'on fait encore commun, etc., est tellement en dessous de tous les pays avec lesquels on pourrait se comparer. Enfin, c'est pas le bonheur tous les jours partout. En Italie, l'Allemagne est confrontée à une crise extrêmement grave. L'Espagne a eu un taux de chômage 2 fois supérieur au nôtre pendant des années. Alors, voilà. Bon, ce qui renvoie aussi à une autre question, d'ailleurs, c'est que ce qui est parfois le plus important, c'est pas forcément la situation, mais la trajectoire. Et l'idée qu'on se fait de la trajectoire possible. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des thèses qui se renvoient un peu la balle très efficacement, qui sont la thèse de la fracture et la thèse du déclin, et qui vont très très bien ensemble, et qui finissent par faire cette singularité française et rendre plus que jamais pertinente l'expression de ce paradis où les gens se croient en enfer. De l'extérieur, beaucoup de gens nous observent, mais voilà, tout va bien. Non, pas tout va bien, bien sûr que tout ne va pas bien. Et d'ailleurs, un des chapitres du livre est consacré à ce qu'on appelle les vraies fractures. Mais pourquoi s'en rajouter ? C'est-à-dire pourquoi se raconter qu'on n'a plus du tout les clés ? Et de fait, il y a aussi des fractures, des tensions, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes modèles de vie, etc. Qu'est-ce qui permet vraiment d'affirmer que ce n'était pas la même chose il y a 50 ans, la même chose il y a 100 ans, il y a 60 ans. Voilà, il y a aussi une espèce de rhétorique de cette France éternelle très enjolivée et qui serait en train de basculer dans autre chose qui ne résiste pas à un examen un tout petit peu sérieux de la réalité historique de notre pays.
Je rajoute, dans la suite par rapport à cette question de la justice, parce que qu'est-ce que c'est, si on dit voilà, on ne fait plus confiance à la justice, et si même des responsables politiques disent c'est pas nécessaire de faire confiance à la justice, mais ça veut dire qu'on se fait justice soi-même. Enfin, on rentre dans une société de la vengeance. Et ça, je trouve, alors c'est un sujet qui est peut-être j'ai pas d'exemple très très récent, mais je m'étais un petit peu intéressée à ça il y a quelques années, notamment lorsqu'il y avait eu un fait divers dans les Alpes-Maritimes, dans un petit village où des gens avaient lynché à mort un type qu'ils avaient accusé d'avoir volé la carte bleue d'une grand-mère passant par la fenêtre, et tout le village, en fait, c'était mais vraiment quelque chose d'une scène un peu moyenâgeuse, quoi. On avait cette impression, c'était lancé à la poursuite de cet homme qui avait été traqué et tué dans la rue. Et en fait, je trouve qu'il y a un petit... Alors, je dirais pas que c'est un mouvement de fond qu'on va vers ça, mais ce danger, en fait, de faire sécession dans des espaces comme ça, à l'échelle d'une commune, ça allait aussi, je trouve, dans ce sens, en Bretagne, le Jarl, cette figure-là, qui était un patron, un ancien patron de boîte de nuit, et qui avait, à un moment, sous-traité un petit peu la sécurité dans une ville. Un maire s'était adjoint, véritablement, ses services. Je trouvais ça assez stupéfiant, comment, effectivement, des sortes de milices, en tout cas, viennent en tant que force d'appoint. Bah oui, parce que on fait le constat que en fait la police ne suffit pas, la justice ne suffit pas. Alors on va avoir des gens comme ça qui font la loi. Et je trouve que c'est une dérive effectivement extrêmement inquiétante. Alors je dis pas du tout que ces pratiques essaiment dans toute la France, et qu'on est dans une société voilà où chacun fait ses sessions, où chacun fait dans son coin. Mais n'empêche que la faiblesse, en tout cas de l'État à certains endroits, interroge. Et quand je dis certains endroits, c'est pas forcément les zones qui sont qualifiées d'ailleurs par certains responsables politiques de zones de non-droit. C'est-à-dire que ce non-droit, il est un petit peu partout de façon ponctuelle et éparse. Et je trouve que c'est quelque chose aussi d'assez préoccupant. Enfin, et il faudra voir comment ça évolue, comment justement on s'en prémunit. Chers amis, il est 17h57, passé de 51 secondes, c'est bientôt l'heure de nous quitter. C'est l'heure peut-être une question que je ne t'aurais pas posée, Emmanuel, sur ton livre que j'ai lu rapidement, tu me l'as envoyé avant-hier. Je vais me permettre de faire non pas un peu de pub, mais de proposer un usage. C'est-à-dire que la thèse qu'on défend avec Nicolas Prissette, effectivement, est un peu orthogonale par rapport à beaucoup de choses très établies. Et on espère avoir travaillé sérieusement, mais on espère surtout permettre au lecteur de se faire lui-même une idée. Et en fait, on a mis en place un site internet sur lequel on peut retrouver à chaque page, à chaque fois qu'il y a une référence, on va sur le site, et avec son portable, on peut cliquer sur le chapitre, cliquer sur la page et cliquer sur le lien, et on a les sources. On a les sources de sondage, on a les sources de statistiques publiques. Voilà. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment permettre à chacun de participer au débat, une ambition participative, en ayant... Il y a un QR code dans le bouquin, on flash le QR code, on tombe sur les données, et puis on peut se dire, oh, là, ils ont exagéré. Là, j'avais... Effectivement, j'aurais pas cru, mais là, ça a l'air sérieux, ça a l'air d'être une source fiable, et tiens, mais il y avait aussi ça qui m'intéresse sur le sujet. Et donc voilà, j'invite à ceux qui auront envie de lire ce livre à le lire de cette manière-là, avec l'accès augmenté aux données qui nous ont servi de source. Il y en a des centaines. J'invite tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à lire le livre d'Emmanuel Rivière que j'ai donc parcouru, mais en tout cas le parcours que j'en ai eu m'a donné envie de le lire en entier. Aurore ? Pardon, non, c'est le mot de la fin, le mot de la suite. Oui, j'ai l'impression que le mot de la suite, c'est plutôt au revoir. Non, c'est le mot de la suite. C'est le mot de la suite. On se verra autrement. Oui, à bientôt. Alors non, je sais plus. J'ai fait trop de. On n'en peut plus de cette séquence. Il faut laisser reposer tout ça et puis voir un petit peu. On va rentrer. Là, je pense qu'on est à la veille. On voit bien que en tout cas, au niveau, c'est marrant parce qu'on a fait vraiment un débrief des élections municipales sans parler justement de la popole, des petits accords entre partis, de la nuit des longs couteaux, au PS, comme d'ailleurs chez les Républicains. Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit qu'on retombe toujours dans la même chose, et tout le monde a beau dire, ah ben non, la course des petits chevaux, ça n'intéresse personne, etc. Bon, on voit qu'on a encore une course de petits chevaux, et une course de petits chevaux qui a lieu dans l'écurie, quoi. Donc on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, mais je suis pas très optimiste. Toujours dans le box. Ouais, c'est ça. Sortons tous de l'écurie. 18h, passé de 10 secondes. Merci à tous les deux. Merci à Romain Leval, merci Emmanuel Rivière. Merci d'avoir rendu cette heure dense et lumineuse. Dans le chat, vous ne bougez pas. On fait une courte pause le temps d'un changement de plateau. Et j'ai deux autres invités qui vont remplacer Aurore
Laure et Emmanuel. On va parler de l'intelligence artificielle qui s'est invitée dans les entreprises, parfois avec des chaussons, parfois avec des grosses bottes, avec déjà des métiers qui se transforment, d'autres qui s'adaptent. Des raisons d'y voir un grand pas en avant, mais aussi de très sérieuses raisons d'y éprouver un peu d'effroi. Ce sera jusqu'à 19h. Le talk revient dans un instant. À tout de suite. 18h, passé de 7 minutes et 3 secondes, merci d'avoir patienté. On quitte les urnes et la guerre civile qui n'aura pas lieu pour aller sonder les enthousiasmes et les effrois à l'heure où l'intelligence artificielle s'est invitée dans le quotidien de millions de salariés, de centaines de millions de salariés peut-être, qui parfois n'en demandaient pas tant. Il se trouve des revers à la promesse de les débarrasser de tâches répétitives ou de les aider à aller plus vite dans des environnements complexes. Et alors que l'IA s'était annoncée avec des grosses bottes, la voilà à pas feutrer en chaussons, en train de modifier silencieusement les habitudes, les manières de faire et peu à peu redessiner d'une certaine manière le marché de l'emploi, celui du travail, avec des questions, des angoisses. Et parmi ces dernières, certainement ce qu'il nous reste à nous, les humains, de ce que nous entendons par travail. On va parler apprentissage, emplois qui disparaissent, jeunes sur le carreau, enfer et bonnes intentions, métiers qui se transforment, productivité, marche forcée, contrat social, apprentissage, progrès, paradoxe, et certainement quelques bonnes raisons d'y croire quand même. Bonsoir Damien Hontan. Bonsoir. T'es PDG de Cobble, c'est quoi Cobble ? Cobble, c'est un outil d'IA qui permet notamment de générer des documents pour des commerciaux, donc les aider à gagner du temps sur les réponses aux appels d'offres. Donc tous les documents un peu administratifs, répétitifs, on les aide à supprimer le temps passé dessus. Ça marche bien ? Ça marche très bien. À tes côtés, Blaise Bao, salut Blaise. Salut Ludovic. T'es rédacteur en chef du trimestriel Ouzbek Erika, t'es spécialiste des problématiques liées aux nouvelles technologies. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Ouzbek Erika ? C'est le média qui explore le futur avec une revue trimestrielle qui s'appelle Futur, avec un site et des réseaux sociaux sur lesquels on est actif aussi sur l'actu du futur, et puis des conférences, des événements, tout un tas de choses, tout un tas de formats pour explorer le futur. L'IA est entrée dans le monde du travail, elle y est entrée un peu parée des atours du soupçon. Je commence par une question large. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ? Vous avez 2 heures. Damien, par exemple. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA ? C'est ton job, toi. Je pense qu'il faut être extrêmement lucide et prendre le sujet effectivement assez sérieusement. Quand on s'est eu au téléphone, on a préparé l'émission, tu avais dit que tu étais un peu fracturé par un paradoxe quotidien, quoi, qui est que c'est ton métier, mais qu'en même temps, tu y trouvais quelques raisons quand même de t'en effrayer. Exactement, c'est qu'en fait, on perçoit des bénéfices absolument extraordinaires, et j'en suis le premier convaincu, évidemment, sur ce qu'on fait. Mais on ne peut pas ignorer, en fait, avec la vitesse à laquelle ça va, finalement, le changement et le choc que ça peut créer sur certains métiers. Alors, il y a plein d'effets positifs, il y a plein d'effets potentiellement négatifs, plein de risques qu'on va pouvoir voir durant cette heure. Mais ce qui est certain, c'est que quand je parle de lucidité, c'est qu'il faut vraiment, à mon sens, éviter d'un côté le discours catastrophique qui dit que c'est terminé, il n'y aura plus de travail, etc. Et d'un autre, le discours qu'on a parfois entendu dans les médias qui consiste à dire, en fait, non, l'IA n'est pas au niveau, l'IA ne va pas nous remplacer, etc. Je pense qu'il y a eu une accélération, notamment depuis décembre 2025, on pourra en expliquer les raisons, qui fait que la donne a clairement changé. Et que le chat GPT, ou en tout cas l'IA dont on parlait en 2023, c'est plus l'IA ni les agents, nouveau concept assez récent en tout cas pour le grand public, dont on parle maintenant. Alors de quoi on parle ? On peut peut-être faire un peu de lexique. On parle d'IA, on devrait peut-être parler des IA. Tu parles des agents ? Ouais, alors effectivement, il faudrait parler des IA. Là, l'IA dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'IA générative. L'IA générative, c'est ce qu'on connaît depuis 2023, notamment avec ChatGPT, donc la capacité à interagir avec la machine en langage naturel. La différence qu'il y a avec un agent, c'est principalement sur le niveau d'autonomie qu'on va donner à cette IA. Et le shift en fait qu'il y a à partir de décembre 2025, c'est qu'on peut lui donner énormément d'autonomie parce qu'en fait, on lui met à disposition concrètement une espèce d'ordinateur qu'on appelle une sandbox, donc un espace sécurisé dans lequel elle va être capable, cette IA, de planifier. Donc elle va pouvoir créer des fichiers, lire des fichiers, donc faire à peu près tout ce qu'on sait faire sur un ordinateur. Et donc les limites qui se trouvaient auparavant sur l'IA, qui étaient l'IA n'a pas de mémoire, ou l'IA a une limite de contexte, c'est-à-dire elle ne peut pas ingérer des informations de manière illimitée, en fait ces barrières-là sautent, puisque l'agent va être capable de créer un fichier, le mettre de côté et l'utiliser ensuite, ce qui va lui permettre d'avoir une sorte de mémoire. Il va pouvoir en fait aller chercher ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et en fait, en décembre, ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a des modèles qui sont arrivés à un niveau vraiment impressionnant, notamment les modèles d'Anthropic, Claude, notamment Opus 4.5, qui font que quand on parle d'autonomie, c'est-à-dire un agent qui est capable de manière autonome de travailler longtemps, sans se tromper,
Là, on peut l'utiliser tous les jours. Un modèle comme Opus peut travailler 30 minutes, une heure, même plus, sans se tromper. Non, il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. D'abord, la peur est le pire des moteurs. C'est comme dans Dune, hein, la peur tue l'esprit. Donc sur un sujet aussi complexe que l'intelligence artificielle, je pense qu'au contraire, il faut beaucoup de hauteur de vue, beaucoup de calme et beaucoup de méfiance avec toutes les prédictions qu'on entend sur le sujet. D'autant que je trouve que les gens ont encore beaucoup de préjugés, beaucoup de méconnaissances de ce qu'est l'intelligence artificielle. Il y a un problème initial à l'intelligence artificielle, c'est son nom. Elle est ni intelligente ni artificielle. C'est pas moi qui le dis, c'est Kate Crawford qui a l'habitude d'utiliser cette formule pour appeler à la fois qu'on a déjà du mal à définir l'intelligence humaine. Donc c'est difficile d'accoler ce terme à l'IA. Et puis artificielle parce qu'elle a une empreinte en fait. Elle a une empreinte énergétique. Elle a un coût de développement. Donc l'IA n'est pas ni intelligente ni artificielle. Cela dit, elle a effectivement des performances qui s'accélèrent. Et on a un urgent besoin de comprendre ce qui se passe pour le corriger. On ne peut corriger, on ne peut améliorer que ce qu'on comprend. Et je pense que pourquoi les gens ont peur ? Parce qu'ils ont l'impression que c'est inéluctable ce qui arrive, qu'on va leur voler leurs emplois. Si demain, on remplace tous les profs par des IA, ça ne sera pas à cause de l'IA. Ça sera parce que nous, on aura décidé de placer des IA à leur place. Et je pense que cette question du fait qu'il n'y ait pas de fatalité, que l'IA sera ce qu'on décidera aussi d'en faire, en tout cas, jusqu'où on est prêt à aller et à lui laisser du terrain, ça, je pense que c'est ça la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, tant qu'il est encore un peu temps. Damien ? Je suis complètement d'accord. Je pense qu'en fait, il y a aussi quand même pas mal de paradoxes avec l'IA. C'est que c'est pas parce qu'elle est capable de travailler plus longtemps et de manière autonome qu'en fait, elle est capable de tout faire et qu'elle dépossède complètement la personne qui l'utilise. La réalité, c'est que ce qu'on observe chez certains emplois, dans certains métiers qui sont en avance par rapport à d'autres, notamment les développeurs, c'est que les gens qui utilisent à fond l'IA, en fait, travaillent plus. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, ça annule tout un tas de frictions qu'il peut y avoir. Et donc, une personne qui a les compétences, et ça, c'est un sujet absolument critique, mais une personne qui a les compétences, en fait, elle va avoir en sa possession quelque chose qui le rend inarrêtable, quasiment. Ça pose d'autres questions, des questions, en fait, de fatigue décisionnelle, parce qu'en fait, il n'y a plus de limite, donc on a envie toujours de faire plus, on va faire plusieurs choses en même temps, etc. Le cerveau n'est pas configuré pour ça. Non, et du coup, ça nous... On ne fait pas entraîner, en tout cas. Exactement, et surtout, il y a une question qui est quand même assez importante, c'est que plus on donne du coup d'autonomie à l'IA, plus l'importance, en fait, du coup, de bien expliquer ce qu'on veut, de bien diriger finalement son agent ou son équipe d'agents, est absolument critique. Et de ce point de vue-là, en fait, on est dans une situation où on a besoin de passer du temps, on a quand même besoin de corriger, on a quand même besoin en fait de réorienter, et puis surtout, ça donne énormément de valeur, en tout cas beaucoup plus de valeur à la capacité à juger, à bien formuler un besoin. Donc voilà, donc tout n'est pas en fait, c'est pas parce qu'il y a une IA qui va être capable d'exécuter certaines tâches que tout ce qui constitue le métier d'une personne disparaît totalement. Au contraire, ça donne plus de valeur à ce qui fait finalement l'essence de son métier. Alors, il y a plein de petits... pardon, je ouais. Non, un rebond, parce que ce que dit Damien est très important. Il y a un sociologue qui s'appelle Ian Ferguson, qui travaille à Labor AI, qui a une analyse intéressante sur ça. Il dit, il faut faire attention parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans une forme d'épuisement psychique dans la situation où on pilote et on supervise des IA et où on va vers toujours plus de tâches complexes en, soi-disant, déléguant l'intégralité des tâches dites ingrates aux IA. On comprend l'idée d'augmenter la productivité, augmenter la vitesse de production, mais en fait, dans le travail, on se réalise aussi par le chemin qu'on fait dans le travail et par l'effort qui est fourni pour réaliser une tâche. Et en fait, il y a tout un tas de tâches qui sont effectivement assez automatisables, assez simples à faire dans plein de métiers, qu'on a besoin de faire parce qu'elles nous apportent une gratification, elles nous apportent une satisfaction. Et que quand on est uniquement soumis à des défis intellectuels de haute volée, c'est épuisant psychiquement. Donc ça, il faut vraiment qu'on voit en fait vers quoi on va aller en termes de positionnement par rapport à ces outils. Passer son temps, comme il y a certains développeurs qui se plaignent déjà de passer leur temps à superviser des IA, disent qu'ils ont perdu une partie du charme manuel, tactile, tangible, du plaisir de coder. Donc
Est-ce qu'il faut être juste assis à regarder des écrans ? Est-ce qu'on va être aussi peut-être plus traqué ? On voit que l'IA se déploie aussi comme très vite, parfois à marche forcée dans certaines entreprises. Chez Meta, ça va devenir désormais un critère d'évaluation du niveau de qualification des employés. Est-ce qu'ils ont bien adopté et au bon niveau l'IA ? Donc je pense qu'il faut bien être vigilant quand même sur cette question de ce qu'on est prêt à déléguer aux IA. La question, c'est une formule que j'aime bien, la philosophe Laurence de Villers, elle dit la question, c'est pas de déterminer ce que l'IA peut faire, mais ce que nous perdons à lui confier le soin de faire. Il faut réfléchir aussi dans ce sens-là. Il y a un point quand même qui est important, c'est que effectivement les développeurs, et je pense que toutes les personnes qui sont sur des postes où ils créent, peuvent se sentir menacés. Effectivement, c'est quand même bien moins intéressant de superviser et de corriger que de faire soi-même. Je pense que l'IA va toucher surtout énormément de métiers qui sont finalement des emplois de bureau, donc devant un ordinateur, etc. Et il ne faut pas sous-estimer l'ampleur de l'inertie, du nombre de tâches en fait qui ressemblent en fait de la soumission à la machine qu'on a aujourd'hui. Il y a eu donc cette première vague de transformation digitale depuis. Concrètement, tu pensais quoi ? Je pense à tous ces outils qui sont arrivés avec la première transformation digitale. Je les connais très bien. J'ai avant bossé pour des boîtes dans ça. Et en fait, concrètement, en fait, ces outils, c'est des écrans sur lesquels les gens vont venir rentrer des informations. C'est des bases de données dans lesquelles les gens vont venir rentrer des informations. Et ça a plusieurs effets. C'est que ça crée une espèce de soumission à la machine, puisque finalement, on doit s'adapter au fonctionnement de l'outil qu'on utilise. Et puis, il peut y avoir aussi une perte de sens. C'est-à-dire que c'est une tâche finalement assez... qui n'a pas tant de sens que ça. Quand on est un commercial et qu'on doit aller remplir un CRM, il y a une étude de Salesforce qui est sortie récemment qui dit que, alors malgré l'arrivée de l'IA, malgré le fait que ça ait 3 ans, etc., qu'il y a encore 60% du temps des commerciaux qui est passé sur des tâches où ils ne vendent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des rapports internes, ils remplissent un CRM, donc leur outil, pour suivre les échanges clients qu'ils ont. Et donc, tout ça, en fait, quand on voit l'IA arriver, on se dit, OK, en fait, mon métier est menacé. La réalité, c'est qu'initialement, le métier, c'était pas d'aller remplir tel ou tel outil et de passer sa journée à finalement remplir des formulaires. Et je trouve qu'en ça, l'IA, elle a un potentiel libérateur. Encore une fois, et comme le disait Blaise, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait qui est la question critique. Mais elle a un potentiel libérateur qui est absolument incroyable parce que pour la première fois, on a une techno qui nous permet en fait qui s'adapte à nous plutôt que nous qui nous adaptions à la machine. Et peut-être qu'on regardera dans 50 ans derrière nous, on se dira tiens, c'est marrant, dans les années 2010-2020, on passait notre temps derrière des écrans. En fait, c'est complètement débile. La vie, c'est pas ça. Et on trouvera ça très bien de parler à un agent qui ira remplir ou mettre à jour des bases de données qui en fait ne sont que le reflet de toute la complexité qu'on a créée. Donc voilà, il y a beaucoup d'ambivalence en fait sur l'IA. Je comprends complètement les gens qui s'en effraient, et je pense que la meilleure réponse en fait c'est de l'utiliser pour se rendre compte qu'en réalité ça peut avoir une force libératrice qui est assez extraordinaire. Et je terminerai sur un point qui est quand on voit le nombre d'enjeux que peuvent avoir les organisations, alors tant publiques que privées, et tous les sujets absolument critiques de notre siècle sur le changement climatique, etc., et la lenteur en fait avec laquelle on est capable de se transformer. Je me dis que l'IA, alors c'est pas que ça évidemment, mais elle peut avoir aussi ce potentiel finalement de libérer du temps qui en fait crée cette inertie pour qu'on puisse en fait se concentrer sur les grands sujets de notre époque. Donc voilà, j'ose espérer qu'en fait on a enfin une techno qui soit capable d'être un peu cette couche d'abstraction qui limite la complexité, enfin qui supprime un peu toute la complexité qu'on s'est nous-mêmes créée. Mais est-ce que ce ne sera pas pour seulement les gens qui auront le choix ? Il y a des gens qui, dans leur métier, tu disais, une tâche, elle est sympathique. Il y a toute la chaîne qui remplit la tâche, qui fait que la tâche est sympa. Mais un entrepreneur un peu avisé va exiger de son salarié, en fait, qui ne se concentre que sur le dernier maillon, quoi. L'inquiétude, elle est là. Et le problème, c'est que ces gens-là sont peu, alors que le reste va devenir une sorte peut-être de lumpenprolétariat, un petit peu de l'IA. Alors, c'est possible, ça. Ce qui s'est passé, c'est ça la crainte des gens. Ce qui s'est passé avec la révolution du web, on va dire, c'est qu'effectivement, c'était plutôt les métiers intermédiaires qui ont été touchés de plein fouet. Les
plus compétents, on va dire les plus diplômés, col blanc vraiment plus diplômés, ont été entre guillemets protégés et ont passé ce cap-là. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on parle de métiers à très très haut niveau de qualification, d'études, de rémunération aussi, de hiérarchie, de manager. Et donc, il y a une inquiétude qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus diffuse. Les chiffres sont préoccupants. C'est-à-dire que ce qui est annoncé, c'est alors en France, 5 millions d'emplois possiblement directement menacés. Aux États-Unis, on a vu passer le chiffre de 20 millions d'après une étude du MIT. Dario Amodei, le patron d'Anthropic, il a carrément évoqué peut-être 20% de chômage aux États-Unis d'ici 2030. Donc il y a une angoisse, il y a un stress qui, à mon avis, est beaucoup lié au risque comment dire, de ne pas être capable de maîtriser l'outil encore. Et on voit que l'adoption est encore lente. Moi, c'est ça que je trouve spectaculaire dans les entreprises. Pour l'instant, l'adoption, elle se fait pas aussi vite, évidemment, que l'évolution des outils, mais elle se fait beaucoup en shadow, comme on dit. Elle se fait chacun de son côté, même si les budgets formation sont de plus en plus consacrés à ça. Elle se fait beaucoup tout seul dans son coin, donc lentement, donc de manière aussi pas très qualifiée. Elle passe encore beaucoup par les chatbots à la ChatGPT dont on a parlé au début, les outils les plus grand public. La maîtrise des outils plus pro, plus back-office qu'évoquait Damien, elle est encore pas du tout là. En 2025, on a encore 50% des gens en France qui disent n'utiliser absolument aucun outil d'IA dans leur travail. Donc c'est un chiffre qui est important par rapport à l'ampleur qu'a pris le sujet. Donc la question, c'est effectivement, je dirais, pour un peu tordre le cou aux peurs et à la grande anxiété, ne pas croire qu'une IA égale un emploi. C'est qu'en fait, une IA, c'est pas substituable de manière automatique. C'est ça qui est un peu embêtant dans toutes ces prédictions, même si elles sont faites par Stanford, par le MIT, c'est qu'en fait, on a tendance à projeter des chiffres et des remplacements, alors que la plupart des métiers vont, je pense, non pas disparaître, mais vont se transformer à vitesse grand V. Et c'est là qu'effectivement, on peut gagner un temps fou sur certains métiers. Je pense, comme Damien, que les métiers de la création, il va y avoir un cap difficile, mais ça va se stabiliser. Il y a une formule que j'aime bien, c'est une artiste américaine qui s'appelle Johanna Majewska, elle dit moi, je veux que l'IA fasse ma lessive et fasse ma vaisselle pour me permettre d'écrire et de créer. Je veux pas que l'IA crée pour me permettre de faire ma lessive et ma vaisselle. Donc, je pense qu'effectivement, cette équation-là, à un moment, on va la résoudre. Par contre, sur des métiers type les gens qui travaillent dans l'UX, dans l'expérience client, les gens qui travaillent dans la relation client, les gens qui travaillent dans le conseil, les métiers de juristes qui sont encore beaucoup sur des tâches, on va dire, automatisables, voilà, la comptabilité. Tous ces métiers-là vont probablement pouvoir déléguer une partie de leurs tâches les plus ingrates à des IA. Encore faut-il savoir utiliser les bons outils pour, je dirais, garder la main sur tout ça. Un peu plusieurs points sur ça. Effectivement, par exemple, moi, à titre personnel, j'utilise beaucoup l'IA dans mon quotidien, mais pour écrire du texte, donc que ce soit pour mes équipes, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe, ou même mes mails, je n'aime pas utiliser l'IA. Tout simplement parce qu'elle a beau faire ça bien, elle n'écrit pas comme moi. Et je pense que, alors c'est un exemple peut-être bête, mais pour les créateurs, en fait, ça a de l'importance, en fait. En fait, l'IA, elle va beau être capable de générer tout un code, et du coup, il y a un produit qui existe. En fait, est-ce qu'elle l'a codé de manière élégante ? Est-ce qu'elle a écrit un texte, en fait, dans lequel on ressent une émotion ? Pas forcément. Et donc, l'IA, là où, même si elle devient ultra puissante, plus autonome, etc., là où elle a vraiment du sens et où les gens, naturellement, l'utilisent, c'est vraiment sur les tâches mécaniques. C'est-à-dire, voilà, c'est ces tâches sur lesquelles il n'y a pas vraiment en fait, de réflexion derrière. Je rebondis sur ce que tu as dit, où il y a plusieurs points. D'abord, celui du CEO d'Anthropic, donc Dario Amodei. Je suis un peu méfiant, moi, quand il prend la parole, catastrophique, parce qu'en fait, il y a un alignement d'intérêts entre donc un intérêt capitalistique et le fait de dire, en fait, ça va marcher tellement bien qu'en fait, on va supprimer tous les emplois. Mais effectivement, le grand risque, il est sur ce décalage potentiellement immense qu'il peut y avoir entre la vitesse à laquelle va la technologie, la vitesse à laquelle le marché réagit, et donc les entreprises qui sont impactées, on parlait du conseil,
C'est exactement ça. En fait, à partir du moment où les carnets de commandes vont se vider parce que les clients se rendent compte qu'ils peuvent faire mieux avec tel ou tel outil, ça peut aller très vite. Et donc, c'est entre cette vitesse-là et la capacité des gens, des personnes, ou même des produits et des services à s'adapter à cette nouvelle offre. Et là, il y a toute l'inertie dont on parlait juste avant. C'est en fait cette transition, si tant est qu'il y ait un état stable, mais c'est vraiment cette transition, ce décalage qu'il va y avoir entre la vitesse d'un marché lancé à 1000 à l'heure, qui va à fond, et une demande qui est hyper importante. Il ne faut pas oublier que tu parlais de la manière dont l'IA se déploie. En fait, effectivement, le gros des déploiements d'IA, c'est du shadow IA, ce qu'on dit. Donc, c'est les gens en fait, qui l'utilisent naturellement. Et ils n'en parlent pas. Et d'ailleurs, même socialement... Ils n'ont pas trop intérêt à en parler en entreprise, en réalité. Non, moi, je connais très bien des gens, j'en ai parlé récemment. Parce que ça leur permet de gagner du temps. Exactement. Puis comme ça, ils s'en libèrent. Exactement. Ils font tout un truc sur Excel avec l'IA et puis ils le disent pas et puis tout le monde leur dit que c'est très bien. Mais donc il y a effectivement il y a une Non mais il y a une est rationnel quand même. il y a une fenêtre en fait d'opportunité pour les gens qui l'utilisent, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue plus macro, c'est vraiment ce décalage de rythme entre la capacité des institutions, la capacité des entreprises, la capacité des gens en fait à évoluer, à s'adapter, versus la rapidité de la techno. Et c'est là en fait pour moi qu'il faut concentrer le débat. C'est-à-dire que effectivement il y aura probablement plus que des suppressions, moins de travail, il y aura probablement en fait un travail qui va muter, des secteurs entiers économiques qui vont se transformer, et donc une structure économique en fait qui va se transformer. Peut-être que dans une décennie, on n'aura plus 80% d'une économie qui tourne sur du service. Peut-être que ça sera le retour en force de l'agriculture et de l'industrie. J'en sais rien, mais peut-être. Et auquel cas, en fait, tous les gens qui se sont formés et qui aujourd'hui même commencent leur carrière, puisque les plus impactés sont quand même les juniors, paradoxalement. On va y venir peut-être. Du coup, c'est comment en fait, intuitivement, on se dit, immédiatement, on se dit, ça va être les seniors parce qu'ils sont moins habiles. Bon, en fait, non. En fait, la tranche vraiment à risque, c'est plutôt les juniors. En fait, le truc de l'IA, c'est comme je disais, c'est la première fois qu'on n'est pas soumis à une interface. C'est du langage naturel. Et donc c'est simple en fait. Utiliser ChatGPT, c'est l'outil le plus simple de tous les temps à utiliser. Comme Claude, comme tous les autres. Tu lui écris une question. Exactement. Et même maintenant, la voix. Tu l'as dit. Tu lui dis, oui. Tu lui dis quelque chose. Je me surprends des fois, j'ai la flemme d'écrire un truc, c'est terrible, mais je vais parler à l'IA et j'ai ma réponse. Donc cette facilité d'utilisation fait qu'en fait, il y a très peu de barrières à l'adoption au niveau individuel. Au niveau entreprise, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des questions de sécurité, etc. Ouais, non, sur cette idée de la voix, c'est juste intéressant pour illustrer tout ce qu'on dit depuis le début sur l'accélération. Il y a 2 ans, 3 ans, on disait le métier du futur, c'est prompt engineer. Il faut apprendre à prompter, vous allez voir, c'est le métier du futur. Il ne faut pas prompter comme n'importe qui, comme le tout venant. En fait, c'est un savoir-faire. Il se trouve que c'est un savoir-faire. Et effectivement, il y a certains artistes qui ont un art du prompt pour aboutir à la création. On a travaillé avec un photographe pour une couve il y a 2 ans qui travaille avec l'IA. Il travaille avec Midjourney en base, mais il a 50 autres outils et il fait un travail de prompting de fourmi, quoi. Mais en fait, là, le débat, il est plus sur est-ce qu'il faut être prompt engineer. Le débat, c'est qu'on est dans un dialogue, dans un début de conversation permanente avec l'IA. La voix est en train de remplacer l'écrit. Et je trouve que c'est un exemple où en 3 ans, sur le même sujet, l'IA générative, on voit déjà une évolution des usages. Et effectivement, on est tous logés à la même enseigne face à l'IA. Senior, junior. L'outil est là. Après, il faut quand même voir l'effet dans les entreprises. Il y a une étude pour le coup assez intéressante parce qu'elle a été faite sur la base d'ADP, donc le principal acteur aux États-Unis qui gère les fiches de paie et les niveaux, qui a une vue globale sur les niveaux de salaire des uns et des autres. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une baisse de l'emploi des juniors de 13% en 3 ans, directement imputable au déploiement de l'IA, parce qu'on est sur des métiers qu'on considère à faible qualification, faible compétence, faible niveau de responsabilité. Et ça casse le maillon d'une chaîne dans beaucoup de métiers, en tout cas de métiers dont on avait imaginé qu'ils fonctionnaient par progressivité. Et dans une manière très linéaire, on se développait en compétences, en responsabilité, on devenait manager au bout de certaines années. Là, on est en train de faire sauter un échelon essentiel, qui est la prise de connaissance de la culture d'entreprise. C'est souvent ça, le premier job, les premières responsabilités, les premiers plantages aussi, on apprend en se trompant. Et en supprimant ce risque-là,
on risque aussi de perdre peut-être des compétences, de perdre des savoir-faire. C'est le sociologue Dominique Boulier qui parle de ce risque dans l'histoire numérique, c'est qu'à un moment, à force de déléguer, on ne sait plus faire, on n'en est pas là. Mais je trouve que cette alerte sur l'emploi des juniors, il est vraiment important. D'ailleurs, l'étude en question qui expliquait qu'il y avait 13% d'embauches en moins s'appelait le canari dans la mine. C'était la formule qui était utilisée pour la diffuser à la presse, parce que c'était vraiment pour dire attention, c'est l'alerte, c'est ce qui peut se passer. Ce qui arrive aujourd'hui chez les juniors peut potentiellement, si on ne prend pas des mesures à la hauteur de l'enjeu, arriver sur d'autres métiers plus compétents, d'autres niveaux de responsabilité. Pour bien expliquer en fait pourquoi les juniors sont plus impactés que les seniors, c'est qu'en fait l'IA, si on veut en tirer un maximum parti, il faut avoir la compétence. Dans le milieu de l'IA, on parle souvent de l'AI slope, donc littéralement la bouillie. C'est Jésus crevette. Voilà, en fait l'IA, c'est une espèce de sérum de vérité extrêmement violent. C'est que un mail ou un texte, peu importe, fait avec l'IA, sans qu'il y ait une maîtrise autour, en fait, ça se voit. Ça se voit et les IA ont beau progresser, ça se voit toujours. Et le point sur ça, c'est qu'en fait, plus en fait on va maîtriser un sujet, plus on va être capable de bien orienter son IA, plus on va être capable de bien expliquer le besoin, les attentes, etc. Et donc, du coup, en fait, les seniors s'en emparent parce que d'un coup, ça les augmente. Mais ça pose du coup plusieurs questions. C'est qu'évidemment, les entreprises ne vont pas se séparer de juniors. Ou en tout cas, la première action, c'est de recruter moins de juniors. Mais évidemment, ça paraîtrait absurde de se dire comment on fait demain, il n'y a plus aucun junior. Il y aura forcément des juniors. Il y aura un moment. Mais par contre, ça pose effectivement vraiment des questions sur l'apprentissage, la montée en compétences. On peut y voir plusieurs effets. Moi, le premier effet positif, parce que j'essaie d'y voir du positif là-dedans, c'est que si on prend l'exemple par exemple de cabinet de conseil, il y a énormément de juniors qui passent leurs premières années de leur vie professionnelle à faire des slides. C'est d'ailleurs un gag récurrent. Ils font des slides jusqu'à 22h le soir, 5 jours par semaine. Et au final, après, quand ils ont montré qu'ils maîtrisaient les sujets, ils peuvent monter et commencer à gérer des projets. Peut-être que du fait que finalement produire un tel livrable, la valeur se rapproche de zéro, peut-être qu'en fait, on va les confronter davantage ou plus tôt à la réalité d'un client, etc. En tout cas, je ne sais pas si c'est extrapolable à tous les métiers qui seront impactés, mais en tout cas, ça pose une vraie question pour les entreprises, les organisations, de l'apprentissage. L'apprentissage par l'erreur en faisant, finalement, qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Est-ce qu'on leur donne plus de responsabilités ? Est-ce qu'on remodèle finalement les métiers en ce sens ? En tout cas, voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais c'est vraiment pour moi une des questions les plus critiques. Et il y a un point sur l'apprentissage qui est quand même assez intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à l'école. Parce qu'en fait, l'école n'a pas attendu que les IA deviennent, enfin en tout cas les étudiants et les lycéens n'ont pas attendu que les IA deviennent performantes pour l'utiliser. Et du coup, on assiste à une espèce de disparition du devoir à la maison et un retour en force du devoir sur table. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen finalement que de valider une compétence ou une connaissance. Et peut-être que ça se passera également comme ça. Je me souviens que moi, durant mes études, on avait beaucoup d'exposés. Un exposé, mine de rien, parce qu'on le présente à l'oral, il faut maîtriser un petit peu le sujet. Peut-être que ça sera pareil pour les juniors. On leur demandera rapidement en fait, de devoir expliquer ce qu'ils ont fait à l'oral, devant un client, etc. Le retour de l'oral. Le rapport du CESE qui a été publié cette semaine va dans ce sens-là avec 2 préconisations. Les conseils économiques et sociaux. Oui, exactement. Qui prônent une revalorisation des soft skills. Donc, ce qu'on appelle soft skills, c'est vraiment, par exemple, la résolution de problèmes complexes, l'adaptabilité à des sujets différents. Qualité très personnelle. Voilà, qualité de coopération. Toutes choses qui s'apprennent aussi en dehors des études, qui s'apprennent dans des voyages, dans des assos, dans différents cercles sociaux. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir creuser ça sans que ce soit la ligne un peu décalée en bas du CV. Premier point. Et l'autre, c'est effectivement un nouveau rapport à la formation. La formation en entreprise, surtout dans les grandes boîtes, où il y a pas mal de seniors, c'est souvent pour faire du rattrapage, de la mise à niveau sur des sujets où on est en retard. Là, ce que prône le rapport du CESE, c'est faisons de la formation un truc d'anticipation, un projet, en fait, un pari à terme, quoi, pour acquérir une compétence vraiment dans une vision de développement, quoi, et d'apprentissage et de formation tout au long de la carrière, si tant est que ce mot ait encore un sens, quoi. Et effectivement, l'école est un super laboratoire. Parce que ils n'ont pas attendu, ils ont fait aussi du shadow, les profs. Ils ont déployé les outils tout de suite pour montrer justement comment on peut écrire de manière automatisée. Ils ont fait plein d'expériences avec l'écriture.
Et ils ont commencé à déployer aussi beaucoup d'outils pour revaloriser, tu parlais de l'interrogation écrite, effectivement face à ChatGPT, qui est l'outil de triche préféré des élèves, mais il y a aussi l'oralité en tant que nouvel art, nouveau savoir, nouvelle compétence. C'est pas seulement pour dialoguer avec ChatGPT et acheter des produits dans le métro avec son téléphone et son option vocale, c'est aussi pour devenir un meilleur orateur, travailler l'éloquence, travailler des jeux de rôle, on voit des mises en scène sur des cours d'histoire, l'apprentissage des langues étrangères aussi peut se faire comme ça à distance, alors qu'avant on en avait un apprentissage très écrit et très hiérarchique. Donc c'est intéressant effectivement de voir que l'école, qu'on associe quand même souvent dans l'imaginaire collectif à du retard, on va dire, dans les évolutions de société, sur la question de l'IA, a pris le virage peut-être mieux que bien d'autres secteurs. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que les étudiants et les élèves, on l'a tous été, on n'a pas attendu l'IA pour ne pas faire nos devoirs. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'IA, les exposés, les travaux... Il y avait Universalis. Ouais, on avait Google, Wikipédia, Yahoo. on recopiait les exercices de maths avant d'entrer en cours. Donc, peut-être que c'est finalement une chance qui arrive à l'école de redéfinir effectivement des jeux de rôle en histoire, rien de mieux pour que les élèves s'approprient, je pense, ces sujets-là. Donc c'est peut-être effectivement une chance. Voilà, le seul truc, c'est que l'école n'a pas le même fonctionnement qu'une organisation et pas les mêmes objectifs. Et donc, je pense qu'effectivement, pour les entreprises et les gens qui ont un métier, c'est effectivement s'emparer du sujet, ne pas en fait se sentir dépassé tout simplement parce que c'est nouveau, parce que c'est finalement assez accessible. Et je dirais un autre truc qu'on n'a pas évoqué qui me paraît quand même assez important, c'est qu'il y a quand même une responsabilité du côté des éditeurs, de ceux qui font et qui fournissent les agents. Et cette responsabilité, en fait, c'est toujours le même sujet, c'est comment on ne va pas déposséder la personne. Je pense qu'il y a une part de naturel, c'est-à-dire que dans la réalité d'une entreprise, il y a un niveau d'exigence et de qualité qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de tout déléguer, et en plus il y a aussi le plaisir de faire. Mais une contrainte économique aussi. Il y a une contrainte économique, mais quand on a une exigence d'être extrêmement précis et de qualité, je le vois sur nos sujets, hein, on fait des documents commerciaux, sur une réponse à appel d'offres, si jamais c'est complètement à côté de la plaque, voilà, c'est perds ton appel d'offres. Exactement. Donc, et de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est la responsabilité des éditeurs, elle peut aussi prendre la forme de, en fait, on va créer un agent qui va pousser la personne qui l'utilise à se poser les bonnes questions. C'est souvent ce que je vois, moi, avec des clients, c'est qu'en fait, ils se disent « Ah tiens, c'est une bonne occasion pour finalement uniformiser les niveaux et pousser les personnes à aborder une bonne méthodologie, à se poser des questions et finalement à faire quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant ou alors qu'ils faisaient mal. » Voilà. On parlait de formation, c'est pas juste une formation technique à l'IA, je pense que c'est une formation au discernement, à l'esprit critique. On sait, les premières études l'ont montré, que notamment ChatGPT, il y a eu pas mal d'études sur l'usage de ChatGPT dans le cadre privé, les gens se confient beaucoup à ChatGPT, en ont un usage très intime, parce qu'ils ne sont pas jugés par l'IA, en tout cas, ils se confient à l'IA alors que les réseaux sociaux, c'est une mise en scène, et on sait qu'il y a ce risque, effectivement, de personnalisation de l'IA, ce risque de délégation totale de la responsabilité à l'IA, qu'il faut absolument combattre, et on peut le prévoir, on peut le programmer, on peut l'intégrer dans l'outil pour que les gens se posent les bonnes questions. Aujourd'hui, on est dans l'approche inverse, on est vraiment dans une approche d'ultra-fluidification, d'ultra-simplification. La manière dont on voit l'usage qui est fait des IA overview pour l'information qui commence à remplacer le search, la manière dont on facilite le dialogue permanent, la personnalisation là aussi d'une demande, d'une requête pour aboutir à la réponse la plus parfaitement commercialement adaptée, c'est malheureusement pas le chemin qui est pris. Alors il y a des initiatives soi-disant éthiques, ChatGPT au bout de 2 heures d'une conversation intime et continue, mais une alerte un peu comme pour les gosses sur Netflix. Ça laisse le temps. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer à discuter? Oui, voilà, hop, voilà, exactement. Mais c'est un vrai risque, c'est un vrai danger. On pourrait, c'est ce que propose la philosophe Anna Lombert, cesser d'être dans ce rapport je-tu, d'être dans ce dialogue première, deuxième personne du singulier avec l'IA. C'est par exemple pour rappeler qu'en fait, on n'est pas face à des individus dotés d'une intentionnalité,
Donc je pense qu'il faut vraiment, il y a un énorme travail à faire sur ce champ-là. Et surtout, le grand risque, je dirais, c'est l'étape ultime presque de la délégation, c'est ce qu'on appelle en anglais le moral outsourcing, c'est-à-dire la délégation de responsabilité à l'IA. Ça, c'est le risque plus global de notre société. Nous, on a interviewé dans le président numéro de Futur, le mec d'Uzbek Erika, Roman Chowdhury, c'est une chercheuse américaine qui a conceptualisé cette notion de moral outsourcing. Et elle dit, en fait, c'est nous qui sommes responsables. L'IA ne prend pas de décision de manière autonome. Et le risque, c'est qu'effectivement, au nom d'un désir d'optimisation ou au nom d'un désir de ne pas être responsable de certaines situations, on puisse lui confier, lui déléguer en fait des choix éthiques, des choix moraux. C'est tentant, c'est dangereux. C'est dangereux et c'est une mauvaise idée parce que les IA sont... En tout cas, essayer d'aller chercher un point de vue ou un avis. Alors, c'est très intéressant lorsqu'on réfléchit à quelque chose et qu'on veut s'ouvrir à d'autres idées. En revanche, s'appuyer sur l'IA pour avoir un avis sur un sujet, c'est quelque chose d'extrêmement risqué. J'ai vu une vidéo de Bernie Sanders récemment qui en fait parlait à Claude et lui demandait s'il y avait des risques en termes de captation des données, etc. Et la manière dont il posait la question fait que l'IA, naturellement, lui a répondu oui. Et donc, du coup, bon, sa démarche est louable. Et pour une personne de son âge, je trouve ça assez extraordinaire qu'il s'intéresse au sujet. Mais il n'empêche qu'il est dans le biais, en fait, à fond de l'IA qui, en fait, l'IA, elle va pas nécessairement répondre ce qu'on veut. Mais la manière dont on répond, pose la question et la manière dont on oriente le sujet va fortement influencer sa réponse. En soi, l'IA n'a pas un point de vue. Et donc, au-delà du travail, ça pose énormément de questions d'influence, finalement, qu'est-ce que dit l'IA ? On a des échéances hyper critiques qui arrivent d'un point de vue électoral. Pour le coup, c'est un vrai sujet. Mais donc, si on en revient vraiment au sujet de base, je pense que c'est parler de l'IA de manière calme, sans céder à la panique, etc., pour qu'en fait les gens comprennent comment c'est et surtout l'utilisent de manière responsable, c'est-à-dire sans être dépossédés, et que en fait il y a une responsabilité au niveau des éditeurs qui soit pas juste là pour faire gagner du temps, mais également pour améliorer la qualité, pour permettre aux personnes de se libérer de toutes ces tâches dont on parlait. Voilà, tout ça est critique. Encore une fois, c'est quelque chose de tellement versatile et de tellement polyvalent qu'on en fait ce qu'on veut. Mais c'est intéressant de voir comment certains mots, certaines notions sont arrivés dans le débat, et je m'en félicite. Par exemple, depuis quelques mois, on parle de flagornerie, on parle de psychophancy, de cette capacité de l'IA à toujours abonder, à aller dans notre sens, finalement, même quand on la pousse dans d'autres tranchements. L'IA, elle nous apporte toujours une réponse quand on lui pose une question, même quand elle n'a pas la réponse, donc c'est le premier risque. Et d'où le risque aussi souvent d'hallucination ou de diffusion de fake news. Et puis effectivement, elle va dans notre sens. Et tout d'un coup, on a vu des gens s'emparer de cette notion de flagornerie et s'intéresser à ces sujets. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même une vraie curiosité intellectuelle pour la thématique IA et les enjeux que soulève l'IA. Et ils sont d'autant plus importants. On a dessiné là quelques pistes pour reprendre le contrôle, que les éditeurs, les géants de l'IA aujourd'hui, ne prennent pas cette voie-là. Sam Altman, le patron d'OpenAI, ces 2 dernières sorties médiatiques, si je puis dire, c'est que, en fait, certes, ça coûte cher en ressources, en temps et en argent et à la planète d'entraîner des IA, mais ça coûte aussi cher en temps, en ressources et en argent d'entraîner des humains. Il a répondu ça très sérieusement. Il envisage aussi, à l'avenir, de nous faire payer ce qu'il appelle l'intelligence, je mets des guillemets, as a service, comme aujourd'hui on paye l'eau ou l'électricité. C'est une vision, en fait, du monde qui me semble quand même dangereuse et je pense qu'il est encore temps aujourd'hui, peut-être, de choisir avec qui on veut travailler quand on déploie des outils. Ça, c'est une vraie piste, je pense, en interne dans les entreprises. Est-ce que vous voulez travailler avec OpenAI ? Est-ce que vous voulez travailler avec Claude ? Il n'y a pas les mêmes valeurs. Nous, on a fait un exercice marrant avec Uzbek Erika. On a fait un article sur les prédictions sur l'année... et on a posé les mêmes questions à Claude, à ChatGPT et à Perplexity, je crois. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait sur des mêmes questions, et à Grok, l'IA de XAI de Musk. Donc, et on avait des réponses
entre guillemets, de gauche, d'extrême droite, ou beaucoup plus mainstream avec des bugs pour ChatGPT. C'était très amusant, mais je pense qu'on peut montrer qu'en fait, il y a des valeurs qui sont défendues derrière ces outils-là. Et ça, c'est un super sujet de discussion collective en entreprise. Avec quel outil vous voulez travailler ? Je parle des gros outils, pas des outils appliqués d'agents qui sont beaucoup plus spécifiques. Mais tu crois que de gros opérateurs vont pas s'encombrer, mais s'embarrasser de scrupules au moment de choisir Pour l'instant, la réalité, c'est que non. Alors, moi, j'ai discuté récemment avec, le patron, le CTO, Chief Technical Officer du Bon Coin. Le Bon Coin, c'est quand même 92 millions d'annonces, c'est le plus gros acteur e-commerce français. Eux, ils ont pris le virage parce qu'ils considèrent qu'ils sont trop gros pour ne pas prendre ce virage-là. Et ils le prennent avec ChatGPT. Après, ils assument totalement d'être en mode exploratoire. Ils disent, on teste. Il y a des entreprises qui ont dit non, qui disent c'est trop tôt, la techno n'est pas mature. Airbnb a refusé de s'associer directement, de plugger en fait son offre à ChatGPT. Là, c'est intéressant parce que toutes les annonces du site sont accessibles. Par contre, toute la partie données clients, toute la partie paiement, toute la partie données utilisateurs, c'est au Bon Coin. Donc, ils testent. Voilà, il y a des marques comme Etsy aussi, comme Walmart. En gros, toutes les plateformes qui vendent du produit ou qui font de l'annonce, elles ont tout intérêt à aller chercher ce type d'acteurs. Et puis après, il y a les acteurs qui retravaillent, je dirais, toute leur vitrine back-office. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent vraiment au web agentique, à ce qu'on décrivait sur... parce que c'est la grande révolution en cours, on en parle dans le prochain numéro de Futur, mais le search est en danger. Le moteur de recherche et donc l'économie du web telle qu'elle s'est structurée depuis 20 ans est en péril à cause de ce déploiement du web agentique qui rebat les cartes. On ne parle plus de SEO, on parle de GEO, de Generative Engine Optimization. Les règles changent. Alors, il y a un corpus commun de règles pour être bien optimisé, mais on voit par exemple, c'est intéressant, un retour du marketing, un retour en force des RP. Parce qu'en fait, les outils de search IA, les agents IA plutôt, ont besoin de médias de référence qui citent des marques. Ce qui n'était pas forcément le cas avec le search. Donc, tout d'un coup, c'est intéressant pour les gens du marketing qui se mettent à travailler avec les devs. Donc, on voit des évolutions comme ça, parfois des retours du passé, entre guillemets, ou de métiers qu'on disait directement menacés, qui reviennent. Les RP, c'est un peu à l'ancienne, entre guillemets. Et ça revient un peu par la porte de derrière. Pour revenir sur le sujet de est-ce que les entreprises vont se poser des questions éthiques, en fait, elles vont se le poser sur... Elles se posent par définition, une entreprise n'a pas d'éthique. Non, mais elle va... Alors, il y a quand même déjà un premier élément qui est que la qualité du modèle impacte énormément ce qu'on peut faire, et on est encore sur une telle progression et rapidité d'évolution des modèles que effectivement, typiquement, Anthropic a une croissance absolument délirante et extraordinaire parce que leurs modèles sont en avance depuis maintenant plusieurs mois. En revanche, les entreprises vont se poser des questions de sécurité, elles se les posent déjà depuis 3 ans. Et je pense que ce qui est en train de se passer sur l'IA aurait dû d'ailleurs se passer sur le cloud. Ça ne s'est pas passé, mais rien n'est terminé. Mais en gros, sur l'IA, le fait d'avoir des acteurs en Europe et en France, on a Mistral, et des acteurs qui défendent l'open source. L'open source, c'est-à-dire la capacité à déployer un modèle d'IA sur ses propres serveurs, donc ses propres machines. Donc en gros, il n'y a pas de sortie de données. C'est absolument critique. Donc l'open source n'est pas au niveau des modèles propriétaires pour des raisons d'entraînement, etc. Mais ça suit quand même la même courbe. Et de ce point de vue-là, Mistral fait un travail que je trouve personnellement absolument extraordinaire. Ils ont clairement fait le choix en fait de la souveraineté européenne, de l'open source, de déployer en fait des modèles sécurisés du coup dans les grandes boîtes. Et je pense que ça on doit le soutenir parce qu'effectivement. Tu dis on, c'est qui? C'est la France, c'est l'Europe? Ouais, c'est tout le monde, c'est la politique, etc. Alors personnellement, je pense qu'on devrait soutenir plus que Mistral. On a tendance à... Parce qu'on ne soutient que Mistral en réalité. Voilà, il y a d'autres super acteurs. Je pense à Dust Out Mind, peut-être nous un jour, j'en sais rien. Mais en gros, c'est effectivement un sujet critique parce que se dire que finalement, potentiellement, on va restructurer, une économie va être transformée entièrement sur la prochaine décennie avec les agents IA, et qu'en fait, ce qui capte la valeur, c'est 3-4 acteurs américains,
avec ce qui se passe en ce moment, et je ne sais pas si vous avez vu l'épisode entre Anthropic et Trump, la passe d'armes, où en fait le gouvernement américain dit même votre modèle, on va potentiellement l'utiliser. Tu peux peut-être revenir dessus pour ceux qui n'ont pas suivi le truc. Ouais, alors il y a un énorme contrat entre le Pentagone et Anthropic de plus de 200 millions de dollars qui permettait, et dans le contrat il y a des clauses qui indiquaient que si jamais il y avait besoin de recourir à des agents pour de la surveillance générale, surveillance de masse, à l'IA pour de la surveillance de masse, le gouvernement pourrait le faire. Ce qu'Anthropic a refusé. Ça, plus d'autres choses sur l'autonomie des armes, du coup, contrôlées par des agents qui... Et en fait, cette passe d'armes, alors le vrai, le faux, on n'en sait rien, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de communication du côté Anthropic, mais qui ont tout intérêt à passer pour les gentils. Mais ça dit quand même quelque chose qui est hyper critique, en fait, on est potentiellement en train de déléguer une partie de notre savoir-faire ou intelligence à quelques sociétés américaines. Donc, avoir des sociétés, je ne dis pas qu'on est nécessairement meilleur, pas du tout, mais au moins on a un fonctionnement qu'on peut maîtriser, qui n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique avec des aléas politiques, etc., qu'on ne maîtrise absolument pas. Du coup, je pense que c'est effectivement la bonne voie. Et l'open source, je pense qu'il faut le soutenir à fond. L'IA étant tellement, comme je disais, très polyvalente, on peut en faire ce qu'on veut. Permettre aux organisations en fait, de s'en emparer, de construire leurs propres agents. Ça me paraît absolument indispensable. Il y a Olivier dans le chat qui dit hors de France, pourquoi soutenir Mistral en soutenant qu'il soit aussi, en supposant qu'il soit aussi connu que OpenAI ou Claude? Alors en dehors de France, je parle surtout de l'Europe. Alors il y a un acteur allemand. Pour l'étiquette européenne. Ouais, il y a un acteur allemand. Alors des problèmes de souveraineté. Ouais. Il y a un acteur allemand dont j'ai oublié le nom, mais effectivement Mistral est le seul acteur crédible en gros en Europe. Donc voilà, effectivement, les Chinois et les Américains n'ont aucun intérêt à utiliser Mistral, si ce n'est pour les modèles open source qui peuvent intéresser n'importe quelle organisation. Après, Mistral travaille avec Microsoft pour l'entraînement de ces IA aussi. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Enfin, je dis on... nous. Voilà, le on européen, le on français, le nous français. Le petit nous. Mais c'est important de le rappeler. C'est toujours un acteur français, mais qui travaille en collaboration. Kyle, dans le chat, cite la prestigieuse revue Nature et qui dit, selon Nature, l'IA provoque une baisse des capacités cognitives des cadres de 30% après un an d'utilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas lu cette étude, peut-être que vous l'avez lu. Est-ce que vous avez lu ça quelque part? Oui, je crois qu'on avait relayé cette étude. Alors, merci Kyle, pardon. Je posais cette question il y a longtemps, Kyle. Oui, c'était l'étude effectivement qui alertait sur une baisse de l'esprit critique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, plus... je crois que ce que disait cette étude, pour arriver à ce chiffre, c'est que les gros utilisateurs d'IA utilisaient tellement l'IA et remettaient tellement peu en question ses réponses, qui utilisaient ces réponses pour argent comptant et qui ne challengeaient pas, qui ne questionnaient pas les résultats. Ce qui faisait qu'il y avait une forme de paresse. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit tout à l'heure sur la notion de délégation aveugle et la nécessité en fait de pousser les utilisateurs à se poser des questions et à poser les questions autrement à l'IA. Donc effectivement, on a observé une baisse de la curiosité, de l'esprit critique, c'était la conclusion de Nature. Après, il faut rester très prudent avec toutes les études sur le sujet depuis 3 ans, qu'elles concernent la tech, qu'elles concernent les emplois, qu'elles concernent l'éthique, parce que, la techno bouge très vite, et 2, les bases d'études sont rarement scientifiquement très fiables. Chers amis, il est 18h55, passé de 10 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter, parce qu'après j'ai une grande fiche de merci à lire. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée, ou quelqu'un a-t-il envie de terminer par le mot de la fin ou celui de la suite? Damien, par exemple. Vous avez droit chacun à un mot de la fin de la suite. Un mot de la fin. Ça peut être une question, une conclusion, une interpellation. Non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Moi, on n'aurait pas dit. J'espère qu'en fait, il y ait cette espèce de prise au sérieux du sujet. Non pas pour continuer à agiter les drapeaux catastrophistes, mais parce que réellement, il y a potentiellement un contrat social à réinventer. Il y a des questions, en fait, on a parlé de la formation, de la transition, de compétences qui doivent être prises à bras le corps, par les personnes, par les organisations, par le politique. Donc, pour moi, le mot, vraiment, s'il faut retenir quelque chose, c'est de prendre ce sujet au sérieux et de s'en occuper à tous les niveaux.
parce qu'on est devant ce qu'on pourrait appeler, je pense, une nouvelle révolution industrielle. Je prêche pour ma paroisse, mais ce que dit Damien, c'est qu'il faut faire de la prospective et anticiper, explorer le futur. Et effectivement, anticiper le nouveau contrat social qu'on veut, qui peut peut-être passer par un revenu universel, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est une piste, c'est celle qui est avancée par des acteurs de la tech, mais pas que, pour, entre guillemets, encaisser cette transition délicate dans l'apprentissage de l'IA. Moi, je dirais surtout, pour le mot de la fin, attention à ce que les agents ne tuent pas notre agentivité. Parce qu'on voit que dans les usages, c'est un peu ce qui se passe et qu'on a tendance quand même à oublier qui on est. N'investissons pas les IA d'une humanité qu'ils n'ont pas et apprenons à les... C'est normal, on est encore immature, on est encore trop jeune dans l'usage, mais apprenons à les dompter. Merci Blaise, merci Damien, merci infiniment. 18h57, passé de 1 seconde. T'aurais dû faire de la radio, c'est impeccable. J'aime bien les heures pile. Merci pour cette heure riche, dense, sereine. Nous voilà donc avec un peu de grain à moudre pour ce soir et certainement pour l'avenir. Chers amis, c'est la fin de ce stream. C'était aussi notre dernière émission sous cette forme. J'ai 2 minutes de merci à vous faire. Le talk tel que vous le connaissez, c'est terminé. On va plus se retrouver tous les jeudis, mais plutôt pour des streams événements autour de grosses actus, comme la présidentielle par exemple, qui arrive. C'est dans 1 an, comme Média en scène ou d'autres événements qu'on a déjà traité, par exemple, dans l'Agora de la Maison de la Radio. C'est pas triste, c'est la vie d'une émission. C'était pas un au revoir, puisqu'on va continuer à faire un peu de chemin ensemble. France Info reste sur Twitch. Simplement, on se verra un peu moins, mais quand on se verra un peu plus fort. L'heure est tôt. Merci, parce qu'il en faut des gens pour faire un stream. Alors, je voudrais aussi remercier toutes celles et ceux qui ont fait que ce moment de 4 ans a pu exister de la plus belle des manières. J'ai 4 fiches, mais je me dépêche. Alors, merci d'abord à l'actualité, qui m'a donné quelques cheveux blancs, qui m'en a volé quelques-uns, qui n'étaient pas encore, et nous a donné du grain à moudre, et puis quelques bonnes raisons de trouver utile qu'il fallait peut-être l'expliquer. Merci à France Info, chaîne du service public de Radio France, d'avoir permis cet espace, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Au-delà de ma chaîne, à l'intérieur de ma chaîne, merci à Estelle Cognac qui a cru en ce projet, qui l'a soutenu en gardant un œil de directrice, mais qui nous a fait confiance et qui a laissé ce format s'épanouir. Merci Estelle. Estelle est directrice du numérique de France Info. Merci à Sarah Calaman qui a pris souvent les manettes et de la plus brillante des manières. Sarah est journaliste à la rédaction de France Info. Salut Sarah et merci. Merci à Alexandre Barlot. Merci aussi à Franck Ballanger qui a eu l'intuition de nous faire confiance, lui aussi à sa suite. Merci à Marina Capitaine pour ses bienveillances. Franck Ballanger, le chef du pôle social média de France Info. Merci à Manon Mella. Manon, elle a lancé cette aventure, elle a mis beaucoup d'énergie, de fraîcheur. Le talk de France Info, au début, c'était Manon. Et le talk n'aurait pas pu exister sans Manon. Manon Mella est journaliste à la rédaction de France Inter désormais. Merci à Seb Hazard, que vous avez vu dans les talks consacrés au sport avant les JO. Seb, qui était la première année le rédacteur en chef de l'émission. Merci aussi à Xavier Meunier pour sa constance, sa discrétion. Xavier, le rédacteur en chef de franceinfo.fr, côté Radio France. Merci infiniment aux attachés de production qui ont fait la plupart de ces émissions. Les attachés de production, ce sont elles, ce sont eux qui ont passé de longs moments au téléphone pour choisir, proposer, draguer, inviter, rassurer, faire venir les quelques 1200 invités qui ont défilé dans nos plus de 300 talks de France Info. Et sans eux, c'est compliqué. Aussi, un merci très spécial à Joey pour son accueil, sa patience, ses bons contacts. Merci bien sûr à Mathis. Mathis qui a essuyé tous les plâtres, qui s'est engagé corps et âme dans cette aventure. Merci Mathis et bonne route pour la suite. Mathis, c'est précieux, ça ne compte ni ses heures ni ses idées. Mathis est programmateur de la matinale de France Info désormais. Merci aussi à sa suite à Pierre Chabert, Jeanne Sarfati, bien sûr à l'excellent Camille Rio. Ce talk ne serait rien sans Cyril Balta, avec qui je partage un bureau, mes enthousiasmes bruyants, mes mesquineries à voix haute. Cyril qui a tempéré toutes mes humeurs, qui n'a jamais râlé quand je parlais tout seul, alors qu'il a la parole rare, mais qu'il a la parole dense. Cyril qui a été un formidable compagnon de route, rassurant, efficace, pragmatique, sensible et bienveillant. Cyril qui vous a donné le ton, le son, l'image. Cyril, c'est un plaisir de bosser, de continuer à bosser avec toi. Quelle belle aventure. Elle continue dans le bureau à quelques mètres d'ici. Merci à Pascal Baudot. J'ai bientôt terminé. Merci à toutes celles et ceux qui, derrière la vitre, nous donnent l'image, le son, le pixel avec abnégation et bienveillance. Merci ce soir particulièrement à Andrei, Sacha, Théo et Adrien. Merci à Stéphanie Berlu pour sa patience, sa flexibilité, ses couleurs. Merci à Chadi Romano, merci Olivier Chauve. Merci à tous les deux d'avoir gentiment permis que cette année, les invités ne se retrouvent pas tout seuls à l'accueil. Ils ont joué les appariteurs. Merci Olivier d'avoir 1 ou 2 fois sauté dans le fauteuil aussi à la dernière minute. Olivier Chauve est journaliste à la rédaction de France Info. Merci à Jérém à la modération qui patiemment vous a lu, vous a répondu avec la fermeté du père et la tendresse et la souplesse du grand frère. Merci à Jules qui m'a expliqué 2-3 trucs sur Twitch au début. Merci pour ta bonne humeur, merci pour tes conseils, merci à vous dans le chat. Je peux pas tous vous citer sans en vexer un, mais vous saurez certainement vous reconnaître. Merci à la communauté de la première heure comme celle de la dernière. Merci d'avoir partagé ces valeurs communes que sont le vivre ensemble, l'échange, le dialogue, le respect, la taquinerie, quand elle est aimable et l'envie toujours de produire du savoir ensemble, et puis horizontalement. Merci aussi d'avoir toujours su rester courtois, bienveillant, sans qu'il faille donner le là.
Merci à nos plus de 1200 invités qui nous ont offert gratuitement, on est sur le service public, on paye personne, lors de nos plus de 300 émissions, 1 heure de discussion et puis souvent 1 heure supplémentaire de transport ou de réglage avec la régie pour avoir la liaison. Merci à Sergio, Jérôme, Émile, Lucas, Florence, Alain, Morgane, Adèle, Walter pour leurs oreilles bienveillantes. Merci à celles et ceux qui nous ont fait l'amitié de leur lumière, souvent au pied levé. Merci pour leur confiance, merci pour leur constance. Merci spécialement à Aurore Malval, Émilie Zapalski, Lauriane Clément, Nicolas Tenzer, Dorian Dreuil, Virginie Leguet, Guillaume Ancel, Pascal Joannin, à Adèle Bakawan, Jérôme Viala Godefroy. Merci à James Geist et puis merci à la Cour de cassation de l'avoir prêté de temps en temps. Merci au formidable Jean-Paul Chagnolo, Olivier Lascar, Nicolas Allard. Merci à Hélène Lovenbruck pour avoir éclairci le mystère de nos voix intérieures. Merci à Tim Madescler pour ses sagesses. Merci à Héloïse Atomique Fayet qui, avec sa baguette magique, parviendrait sans doute à convaincre un cactus qu'il y a de la poésie dans l'ambiguïté stratégique et le nucléaire iranien. Merci Héloïse, merci beaucoup. Merci aux 1176 autres invités que je ne peux pas citer. Merci. Pour l'heure et pour l'instant, il est 19h02. Passez le 3 secondes à Paris, Roubaix, Tourcoing, Nevers, Romorantin certainement. Et à l'heure où ne blanchit pas la campagne, il est pourtant de si bonne compagnie qui ne se quitte. Alors on se retrouve bientôt, peut-être de bonne heure, certainement de bonne humeur. Toujours sur France Info, toujours pour parler d'actualité. Coché devant, laqué derrière, avec un petit peu de raison dans la passion. Et puis avec bien sûr vous dans le chat, ici ou ailleurs. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.